Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain ? Et quels sont les changements souhaitables ? Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base, rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Très tôt, Clara Domas sait ce qui l'anime. Elle veut travailler dans l'audiovisuel et vivre à la montagne. Après avoir vécu à Lyon une grande partie de sa vie, elle s'installe à Saint-Gervais juste avant le confinement pour vivre de sa passion. Dans ce nouvel épisode, on discute de son premier film poétique qui se demande pourquoi on grimpe, mais aussi de la santé mentale dans le sport. C'est pendant son hospitalisation pour une fracture, alors qu'elle ne trouve aucune ressource pour y avoir plus clair sur la suite des événements, qu'elle se lance dans l'écriture d'eau mentale. Un film thérapie qui questionne la prise en charge des blessures, que ce soit pour les amatrices ou les sportives de haut niveau. Comme vous allez l'entendre, cet entretien est plus long que tous les autres. J'avais 2h10 de rush en tout, et une fois n'est pas coutume, j'ai quitté mes micros pour la cuisine en pleine interview. Comment prendre en charge la santé mentale des sportifs après une blessure avec Clara Domas, c'est l'épisode 59 du camp de base, et ça commence dès maintenant. Bonne écoute. Bonjour Clara. Bonjour Amélie. Et merci beaucoup d'être l'invitée du jour du camp de base. Comment ça va ? Ça va super bien. Il y a le soleil, le beau temps, et je suis hyper heureuse d'être là. Bon, et moi, je suis très ravie de t'accueillir au milieu de ma cuisine. J'étais en train de penser à ça la dernière fois. Je me disais, vu tous les gens qui sont passés dans cette cuisine pour enregistrer des camps de base, j'aurais dû faire des photos au Polaroid. C'est ce que j'allais dire. En plus, t'as un mur blanc juste à côté de nous. Tu pourrais faire une petite photo. J'irai chercher le Polaroid, écoute, et puis on le postera sur après cette rencontre, et tu seras mon premier Polaroid. Désolée pour ceux d'avant. Alors, première question qui est la question qui est posée à tous les invités du camp de base, qui est la question fil rouge de ce podcast. Il est où ton camp de base à toi et il est composé de quoi ? Alors, mon camp de base actuel, il est à Saint-Gervais-les-Bains, un peu plus loin d'ici, en Haute-Savoie, pas la guéguerre. Ouais. Il est composé de beaucoup de matos de sport, surtout, en ce moment. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Et je dirais de montagne, de nature, d'un accès à la nature assez rapide. Je crois que c'est un des trucs qui comptait le plus pour moi quand je suis allée là-bas. Et t'es native de Saint-Gervais ? Pas du tout. Je suis native de Besançon, exactement. Mais j'ai plutôt passé ma vie à Lyon. Okay. Et ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'habite à Saint-Gervais. Je suis un peu partie sur un coup de tête un jour. En fait, depuis toute petite, je dis à tout le monde que je finirais par habiter en montagne. Ils me prenaient tous un peu pour une éberlurée, là. Et un jour, dans ma vie, il y a eu des circonstances, en tout cas, je sais pas quoi. Tout est réuni et je me suis retrouvée à Lyon en terrasse avec une copine. Et puis, dans ma tête, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais ici si je partais, quoi. Donc, j'ai passé un été dans les 3 vallées, à partir toute seule. Je suis très amoureuse des 3 vallées. Alors, on rappelle les 3 vallées, ce que c'est en Savoie en plus. Et ouais, mais je l'assume complètement. Je préfère la Savoie à la Haute-Savoie. Je pense que tous mes voisins ont détesté de venir. Voilà. Donc, les 3 vallées, Courchevel, Mérivel, les Menhirs, Val Thorens. Exactement. Et j'avais de la famille à Courchevel. Et j'ai passé mon été toute seule là-bas. Et le jour où je redescends, j'appelle une copine dans la voiture et je me mets à pleurer. Et ma copine m'a dit, mais Clara, si tu pleures là parce que tu pars, pose-toi les bonnes questions. Et je crois qu'un mois après, j'ai annoncé à tout le monde à Lyon, je m'en vais. Je pars. Alors, je pouvais pas aller à Courchevel, même si j'aurais bien aimé, parce que j'avais pas forcément d'opportunité de travail, ou c'était un peu plus haut. Ça faisait un jump entre la ville et la montagne un peu trop effrayant pour moi. Ouais. Et j'étais allée une fois à Saint-Gervais. Et je trouvais que c'était un bon compromis
Le village était mignon. C'était dans un endroit où je pouvais trouver pas mal de travail en vidéo, photo dans la montagne. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et 2 mois après, je déménageais. Ok. Et alors, est-ce que tu as eu des désillusions suite à ce changement de vie ou est-ce que ça a roulé assez rapidement? Alors, pas forcément des désillusions, mais j'ai emménagé janvier 2020. Donc 2 mois après, il y a eu le confinement. Oui, c'était il y a 4 ans pile. Voilà. Donc, j'ai eu Alors, c'est pas vraiment du coup une désillusion, c'est juste que ça n'a pas été l'arrivée la plus simple parce que je ne connaissais personne, que j'étais encore avec la moitié de mes meubles et que j'ai refusé de revenir faire le confinement chez mes parents en me disant, comme tout adulte, 2 mois chez mes parents, je ne vais pas supporter. Et en fait, ça a été hyper dur d'être toute seule dans un appartement, de parler à personne, du coup, j'ai remis en question ma décision et j'ai failli revenir à Lyon après, en me disant, en fait, je vais jamais y arriver, ça va être trop dur, je suis toute seule et paumée. Ouais. Et au final, je suis restée et je me remercie moi-même d'être restée. Donc, pas forcément de désillusion, mais l'arrivée avec le Covid n'a pas aidé, on va dire. Alors, à quoi elle ressemble ton enfance en Bourgogne-Franche-Comté? Parce que Besançon, c'est une ville. Oui. Alors, j'étais très petite. Je crois que j'ai quitté Besançon. Je devais avoir 3 ans. Donc, en fait, mon enfance, elle est passée à Lyon directement, je pense. D'accord. J'ai pas trop de souvenirs de Besançon, je crois. Ouais, je pense pas. Je pense que mes premiers souvenirs sont... Entre-temps, on a fait la Bretagne et Saint-Étienne et on a atterri à Lyon. Et je pense que mes premiers souvenirs sont en Bretagne, mais vraiment, à part de la pluie et un jouet, je me souviens pas de grand-chose. Ok. Donc, je dirais plus que ça commence à Lyon. À Lyon. Et alors, à quoi elle ressemble, cette enfance? Assez joyeuse. Je pense que j'ai un petit frère, donc ça ressemble à des chamailleries et du jeu. On était beaucoup à jouer dehors, de mémoire. On avait des jeux... On avait inventé un jeu de basket, je crois, dans le jardin. Et elle se passe beaucoup en montagne. J'ai eu la chance, du coup, on avait à l'époque de la famille qui avait un pied-à-terre à Courchevel. Et mes parents sont très, très fans de montagne, de sport. Pas forcément en alpinisme, mais en tout cas, la rando, ça a toujours été quelque chose qu'ils ont aimé. Ouais. Donc déjà, toute petite, ils nous emmenaient. Alors, je pense qu'à l'époque, je devais râler un petit peu. C'était pas vraiment... J'en suis beaucoup reconnaissante de tout ça maintenant, mais je pense qu'à l'époque, je devais beaucoup râler quand on allait marcher. Okay. Mais on passait, un peu au ski l'hiver et surtout beaucoup l'été. Je me souviens vraiment de passer des étés à randonner, à être là-bas, tout le temps dehors, tout le temps faire des trucs. Le sport a aussi beaucoup fait partie de ma vie. Okay. J'ai commencé le volley et l'escalade. Alors, j'ai fini par arrêter l'escalade, puisqu'un jour, ma mère m'a dit, il faut choisir, Clara. Tu fais 3 fois de l'escalade et 4 fois du volley dans la semaine. Il y a un moment, ça n'est plus possible. Ouais. Et j'avais choisi le volley, parce que c'était un sport d'équipe et j'aimais beaucoup être en équipe avec des gens, avoir un lien humain et créer un peu une petite famille. Du coup, c'était une enfance dehors, dès que je pouvais, je pense, et à me chercher un petit peu, mais beaucoup sportive. J'ai des souvenirs où je bouge. Ok. Donc, c'est pas une enfance d'intérieur. Non, je pense qu'il y en a eu un peu par l'adolescence, par le lycée, le collège, où je devais un peu essayer de trouver ma place. Je me sentais pas trop à ma place quand j'étais au collège-lycée. Parce que moi, j'avais envie d'être dehors, d'être avec les plus grands, de faire des choses qui collaient pas forcément avec les hobbies de mes copines ou autres de l'époque. Enfance d'intérieur et d'extérieur aussi. Intérieur parce que je pense que j'ai souvenir d'être une très bonne élève ou en tout cas très studieuse. Donc j'avais un peu cet aspect-là, mais dès que je pouvais, je pense que je m'en rendais pas compte, mais que j'avais beaucoup de chance de pouvoir aller dehors. Ouais. Alors tu nous parlais tout à l'heure de cette envie de partir à Saint-Gervais quand t'es à Lyon. C'est quoi cette attirance que t'as pour la montagne ? Je pense que ça vient de mes parents et des étés à Courchevel. C'est la seule explication que j'ai. J'ai pas un déclic particulier pour la montagne, mais à force d'y aller jeune, sans forcément... Je pense qu'à l'époque, je devais pas forcément comprendre, ou en tout cas avoir le recul nécessaire de me dire j'aime bien cet environnement, mais ça faisait partie de moi, en fait, de ma vie, de la manière dont avec mes parents on vivait, etc. Donc je me posais pas de questions. Et jeune adulte, je commençais à aimer pouvoir sortir de la ville et aller avec des copains en montagne, etc. Et je pense que c'est là où je me suis rendu compte que c'est un milieu que j'aimais beaucoup, que j'avais besoin d'y aller. Et le fameux été où je suis partie toute seule, j'ai découvert la randonnée toute seule. Et mais je pouvais passer des heures toute seule en montagne. Si la randonnée, elle faisait 2 heures, moi, je pouvais mettre 6 heures à la faire parce que je m'arrêtais tout le temps. J'avais un petit sudoku dans mon sac à dos et je faisais des sudoku n'importe où en montagne. D'accord.
Et j'adorais juste m'asseoir il y a un côté silence, observation qui m'apaise en fait. Et du coup, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien et qu'en fait, c'était un milieu qui faisait partie de moi, quoi. Que j'étais vachement mieux là-haut, en tout cas, qu'en ville. Ok. Et petit à petit, ça a devenu un peu plus compliqué d'être en ville, le brouhaha, les gens. J'avais cette attirance. Mais petite, c'est vrai que je disais aux gens, j'habiterai en montagne un jour. C'était peut-être un rêve d'enfant sans trop pouvoir l'expliquer, mais il y avait ce truc de non, mais moi, je serais loin, dans une cabane. Qu'est-ce que tu fais après le lycée ? Je fais des études de cinéma, des études de technicienne audiovisuelle et du cinéma. C'est quelque chose que je veux faire depuis, je pense, le début du collège. Je sais assez tôt ce que je veux faire, en fait. C'est fou, ça. Ouais. Donc, habiter en montagne et faire des films. Ouais. Ok. Et alors, c'est une anecdote que je raconte souvent. Au début, je pense que j'ai voulu faire un peu comme mes parents. Ma mère faisait du marketing et au début, j'étais là, j'aime bien la pub, c'est créatif, je vais faire ça, mais sans trop savoir. Il faudrait retrouver l'année quand sont sortis les premiers Pirates des Caraïbes, en fait. Je dois ma carrière à Pirates des Caraïbes. Donc, début des années 2000, quoi, peut-être 2003. Ouais. Je dirais 2003, mais je peux me tromper. Ouais, et je pense que je l'ai commencé à les voir quand ils sont passés à la télé, donc ça a dû être quand même 2-3 ans après. Ok. Et j'ai adoré. Alors, le premier me faisait très peur. Je sais pas pourquoi à l'époque. Il y a des squelettes là quand ils sont la nuit en squelette, ça me faisait très très peur, mais j'adorais ça. Et du coup, mes parents m'achetaient les DVD à Noël et j'ai découvert avec les DVD les bonus, les backstage de la réalisation des films. Et j'adorais ça. Mais ça me fascinait. Il y avait un truc Après, j'allais chercher d'autres vidéos sur Internet, sur YouTube, parce que je voulais voir les coulisses de tous les films que j'aimais. Et j'étais là, mais c'est fascinant, la création d'un film. Les gens ont l'air tous heureux sur les tournages. Bon, ça, j'ai appris plus tard que finalement, c'est quand même... c'est la question que j'allais te poser. Ouais, mais quand tu vois, quand t'es petite, tu vois les acteurs qui rigolent entre eux, qui s'amusent, t'as pas l'impression qu'ils travaillent, t'as l'impression que... Enfin, moi, je voyais des gens qui étaient en train de créer des histoires et des personnages. Et je trouvais ça, mais incroyable. Et du coup, j'étais là, mais moi, je veux faire ça. Alors, je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je voulais faire ça. J'ai très vite compris que j'étais pas bonne pour être actrice, donc ça, déjà, c'est parti un peu ailleurs. Pour quelle raison tu dis Je suis pas sûre d'être une très bonne actrice et c'est pas quelque chose qui me fascine. Okay. J'aime bien l'idée de créer des personnages, mais très vite, dès que j'ai pu faire des photos, des films ou des choses comme ça, c'était plus facile, en tout cas pour moi, d'aller vers... Donc, du coup, j'en ai beaucoup parlé à mes parents, qui ont toujours dit « Ok ». Pas de souci, j'ai de la chance d'avoir... Quoi ? Tu veux être intermittente du spectacle, Lara ? Mais c'est terrible. Non, parce qu'en plus, à cette époque-là, ma mère a quitté son job en marketing et s'est mise à son compte. Et du coup, je pense qu'ils ont toujours été plus dans une optique de faites ce que vous aimez, quoi. Même mon frère qui fait du paysagisme est vraiment parti sur des trucs pas ordinaires, mais des trucs qui fait quoi, vraiment des métiers passion. Et du coup, moi, dès la 4e, j'ai souvenir qu'on avait déjà regardé les écoles. On avait regardé ce qu'il y avait à Lyon et le cursus que je pouvais faire. Donc, j'avais pris un rendez-vous avec le directeur de l'école pour lui demander « Bonjour monsieur, je suis au collège, je veux faire du cinéma. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme option au lycée ?» Et le mec m'avait dit « Il n'y a pas forcément de cursus précis. Enfin, tu veux pas que tu fasses du LS ou ES parce qu'à l'époque, c'était ça encore. Oui. Je crois que ça a changé. Oui, nous sommes des dinosaures, Clara. Oui. Il m'avait dit, il faut juste que tu fasses le truc le plus complet possible, que tu aies un peu des bases partout. Donc, très premier degré, j'ai fait un bac ES, spécialité art plastique et maths. Je me suis dit, il y aura tout. Et après, dès que j'ai pu postuler, en tout cas là-bas, j'ai postulé. J'ai été prise. Donc là-bas, c'est une école... C'est une école qui s'appelle l'Arfis, à Lyon, qui est une école privée. J'avais plusieurs choix. Au final, c'était plus proche pour mes parents, enfin, d'un point de vue plus pratique, en tout cas. Donc, j'ai fait ça. Et je crois que je savais, vraiment, dès que j'ai pu postuler, j'ai postulé. Et je me souviens qu'il y avait tu sais, on devait remplir nos vœux dans post-bac, là. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelait. Admission post-bac. Admission post-bac, l'enfer de tout étudiant. APB, voilà. Oh là là. De tout lycéen. De tout lycéen, pardon. Qui se rêve étudiant. Oh là là. Et moi, je savais, tu sais, les écoles privées, c'était pas compté dedans. Tu pouvais pas les mettre. Donc, moi, elle n'existait pas dans post-bac. Sauf que je savais que j'étais prise là-bas. Donc, je voyais pas l'intérêt de remplir ce truc. Mais t'étais obligée. Et je me souviens qu'avec mon père, on s'était dit, on va mettre des lycées de ouf. Comme ça, si jamais je suis prise, j'aurai le bonheur de leur dire, non, finalement, je vais pas venir. Ok. Bon, j'ai pas été prise parce qu'on avait vraiment mis des lycées de ouf. Mais je trouvais ça très, très drôle comme manière de faire. Et du coup, après, je suis partie dans cette école-là. C'est une école en 3 ans.
Et je me souviens que m'être dit la première année, je suis à ma place. Ah ouais, le lycée, c'était la dernière année, je crois que l'année terminale, c'était dur. Je comprenais pas, je voyais pas l'intérêt de ce que je faisais. J'étais avec des gens qui faisaient pas, enfin, qui avaient pas la même volonté que moi, en tout cas dans leurs études ou dans leur vie. Et je me sentais tellement en décalage et je voulais plus aller à l'école et tout. Et la première année, pourtant j'étais j'étais très studieuse, quoi, première de la classe et tout. Mais et arrivé la première année dans mes études, je me levais le matin en me disant, le soir, je rentre, j'ai appris un truc concret. Et j'ai fait quelque chose de mes mains et j'ai envie d'y aller. Et je vais rentrer le soir en ayant vraiment appris quelque chose, quoi. C'était ouf. Et en étant bonne élève, t'as pas des profs ou de l'entourage qui t'a dit « Oh, mais Clara, tu vas quand même pas faire du cinéma ? Si. Fais-nous une prépa !» Si, ouais. Je me souviens, on avait des rendez-vous tous les trimestres avec tous les profs qu'on avait. Et notre prof principal, qui en plus nous était le CPE du lycée. Et c'était mon prof d'économie sociale. Et il était un peu effaré que sa meilleure élève veuille partir dans un truc qui pour lui était de l'art plastique. En plus, ouais. Enfin vraiment, et je me souviendrai toute ma vie du jour où il m'a dit mais vous voulez pas vraiment mettre au moins une école ES, voir ça avant Et moi qui le regardais en disant non, pas du tout. Avec ma prof d'art plastique à côté qui souriait, mais vraiment ravie. Et moi, j'étais là, mais non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas ce que vous me proposez. Mais ils avaient. Je pense qu'ils voulaient ils voulaient qu'on continue dans une voie plus normale, entre guillemets. Académique, quoi. Ouais, académique, aller partir. Je pense que c'est. Après, je me rends pas compte maintenant si c'est un peu mieux vu de faire des parcours qui sont pas forcément académiques. Je crois pas. Toujours pas ? Non. C'est dommage. Non. J'ai pas l'impression, en tout cas. Par contre, les générations qui arrivent, c'est des générations d'enfants qu'on pourrait avoir nous. Ouais. Et qui avons, pour la plupart, enfin, si on a eu de la chance d'avoir un entourage et des parents qui nous ont poussés, tu vois, à faire, faites ce que vous voulez, en fait, ce sera bien. Je pense que, du coup, on est peut-être amené à se dire plus facilement, c'est pas grave si elle fait pas une école d'ingénieur. Ouais. Tu vois, après, si ta passion, c'est de devenir ingénieur, fonce, tu vois, c'est trop bien. Ouais. Mais si t'y vas parce que c'est un peu par défaut ou poussé, ça me rend toujours un peu triste. Oui. Et puis après, je trouve qu'on est beaucoup plus... Moi, on m'a jamais dit dans mes études ou lycéennes, c'était vraiment au collège, genre, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard ? Je trouve qu'elle est hyper dure, cette question. Oui. Quand t'as 16 ans, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie ou qui tu es, tu vois. Ouais. Et je trouve que maintenant, c'est un peu plus facile aussi de dire à des gens, c'est pas grave, tu vas faire 10 ans un métier, puis en fait, tu vas te reconvertir dans 10 ans, et c'est OK. Ouais. Et c'est trop bien. Et il y a des milliers de gens qui font ça. Oui. Et c'est hyper accepté, en fait. Maintenant. Et je me souviens pas, moi, au début de mes études ou autre, avoir ce truc-là, ou en tout cas, avant de rentrer en études, de jamais avoir trop entendu. Oui. Dans mes études, il y avait beaucoup de gens qui venaient de reconversion. Moi, je faisais partie des plus jeunes, je crois. Je suis arrivée, j'avais 18 ans. Et il y en avait qui avaient 25, 30 ans. Il devait y en avoir 2 qui avaient 40 ans. Ouais. Et qui avaient fait autre chose avant, qui avaient eu une vie autre et qui étaient juste passionnés par ça et qui se disent, en fait, je vais changer. Et je trouvais ça génial. C'est trop beau. C'est incroyable. Oui, de toute façon, on n'est pas des générations, nous, maintenant, où on va faire la même chose toute notre vie, bien que quand même, dans nos métiers, comme on est indépendant, on fait déjà plein de choses différentes. Ouais, on a cette chance-là. On fait autant de stratégies marketing pour vendre nos films, nos podcasts, que de montage, que de mixage, que de com, que de... Finalement, on est un peu des couteaux suisses, quoi. Complètement. Mais c'est ça moi, c'est ce qui m'intéressait aussi dans le fait d'être freelance, c'est ce truc. Même sur les projets sur lesquels tu vas travailler. Tu vois, tu peux bosser lundi sur le podcast, mardi pour une émission, mercredi, pour tu vas te promener. Voilà. Mais je trouve ça génial. Mais effectivement, comme tu dis, même à l'intérieur de nos métiers, il y a quelque chose de... Oui, on se lasse très pas. polyvalent. Ouais. Mais même, tu sais, genre, si je me dis, je revois à 8 ans ce que je faisais à mes débuts, c'était cool, je kiffais à l'époque. Mais en fait, j'ai fait trop de trucs depuis, c'est super bien. Et je suis sûre que je vais faire des trucs complètement différents dans les prochaines 8 années qui arrivent. C'est génial. Est-ce que tu as eu du mal à définir, alors notamment, c'est un truc pour nos parents en général ou pour nos mamies, tu vois, mais à dire « je suis ça comme métier », tu vois ? Est-ce que ça a été dur pour toi ou qu'est-ce que tu te dis là maintenant quand on te dit « mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est toujours la question que je déteste. Ouais. À chaque fois que je sais que je vais faire un podcast ou autre, je me dis, il va y avoir cette question.
ou c'est dur, que tu fais, parce que c'est tellement polyvalent. Ouais. Je suis chargée de com, et je suis incapable chargée de projet. Ouais, mais c'est compliqué. Mais j'ai remarqué que j'étais incapable d'utiliser, spontanément en tout cas, le mot je suis. Je dis tout le temps je fais, et c'est marrant. Après, je pense que je me définis aussi moi par mon métier beaucoup. Mais ça c'est encore autre chose. Mais il y a ce truc de, en fait, je fais de la vidéo et de la photo. Alors je dis plus facilement je suis vidéaste parce que quand je le prévois à l'avance, j'arrive à le sortir. Mais ouais, spontanément, c'est plus je fais de la vidéo et de la photo. Puis après, je m'en mêle les pinceaux parce qu'il faut préciser exactement. Et je suis là, puis après, je suis technicienne, je suis caméraman, réalisatrice sur des événements. Puis je fais du motion design, puis je fais de la photo de ça et tout. Et puis je me dis, mais c'est pas possible. Tu sais, je sais pas comment résumer. Tu pourrais, toi ? Non. Moi-même, pour mon métier, c'est un problème, tu vois. Comment tu... Non, ça prend toujours 3 plombs. Donc moi, j'ai trouvé un mot pour moi, qui est je suis créatrice sonore. J'aime bien. C'est compliqué. Je trouve ça hyper dur de définir. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu apprends justement dans cette école et comment est-ce que se dessinent ces projets ? Est-ce que tu travailles beaucoup autour de la montagne ? Ouais, maintenant. À l'époque, pas du tout. Alors, un peu, mais dans mes projets perso. Maintenant que j'y pense, oui. Alors, l'année, en tout cas, moi, mon cursus, c'était en 3 ans. La première année, on avait ce qu'on appelait un tronc commun, où on voyait un peu les 4 grandes filières du cinéma, qui étaient l'image, le son, la post-prod et la régie. Et donc, on voyait un peu tout ça. Et à la fin de la première année, on se spécialisait. Et moi, j'avais demandé, avant de rentrer au lycée, au directeur, en disant, moi, je veux faire de la réalisation. C'était un truc un peu basique, mais c'était ça. Et il m'avait dit, le meilleur moyen pour y arriver, c'est la filière assistana. J'ai fait, ok, je vais faire assistana. Parce qu'il y avait plusieurs... Ouais, le son, c'était vraiment l'enregistrement, le mixage. Après, la partie image, c'était ceux qui allaient cadrer, qui faisaient la lumière et les machinaux. La post-prod, donc il y avait la post-prod son et la post-prod image. La post-prod image, c'était le montage un peu d'After Effects, et la réalisation de live, mais ça c'était une option qu'on avait, on la faisait vraiment pendant les journées portes ouvertes, mais en tout cas on voyait ça, le côté live. Et après, l'assistana, c'était les assistants réals, ceux qui nous aidaient, qui organisent les tournages, qui gèrent la régie sur les tournages, vraiment ceux sans qui un tournage se fait difficilement. On a tendance à les oublier, mais non, tout ça. Et il m'avait dit, les réals, ça a souvent été des assistants réals. Je me souviens qu'il me disait, assistana, c'est pour faire de la réalisation. Bon, avec le recul que j'ai, je me dis, en fait, tout le monde... il n'y a pas vraiment de parcours pour devenir réalisateur. Moi, j'étais très, très scolaire, très académique. Il faut que j'aille dans la bonne option, dans le truc, on va m'apprendre et tout. Pas du tout, Clara. Et à la fin de la première année, donc, je mets en vœu de me spécialiser en assistana et on pouvait mettre une seconde option si jamais on n'était pas pris. Et j'avais mis la post-production parce que j'adorais ça quand même. Et un jour, mon prof de post-prod vient me voir. Donc, on avait des petits box quand on était en cours de post-prod. Donc, on était 1 ou 2 par box. Et puis, il s'assoit à côté de moi. Et moi, je me dis, mais mince, j'ai fait un truc pas bien dans mon montage. Et il me dit, t'es sûre que tu veux faire assistana ? Et j'étais là, ouais. Là, je remettais toute ma vie en question. Et il a cette phrase en me disant, mais je pense que tu devrais mieux partir en post-prod. Genre, je pense que tu devrais changer tes vœux, ce serait mieux, quoi. Puis il s'en va un peu, puis il est un peu bizarre, mais ce prof était incroyable. Et ça m'avait, tu sais, je ressassais et tout, et j'étais là, mais en fait, ouais, je crois qu'il a raison. Et du coup, j'ai changé, et j'ai fait de la post-prod, et meilleure décision de ma vie. J'adore ça, j'adore le montage. Pour moi, il y avait ce truc c'est vraiment toi qui construis un peu la vidéo. Il y a un côté très, très manuel. À l'ancienne, les monteurs et monteuses découpaient les bandes, quoi. Il fallait pas trop découper. Ouais. Non, mais il y a un truc. J'aime bien tout ce qui est concret et manuel, en fait, je crois. Ouais. Oui, puis en plus, ils recollaient les bandes avec une colle spéciale. C'est assez. C'est fascinant quand même quand on y réfléchit. On oublie, mais un film, c'était monté par des petites mains et littéralement monté bout à bout, quoi. Là, c'est hyper facile. On a des logiciels, etc. Mais il y a toujours ce truc de. Moi, j'aime bien voir la vidéo, le film ou qu'importe se construire devant tes yeux. Et après, quand tu vois... t'as vraiment le film devant toi, sur une timeline. Comme, voilà, quand t'as ton podcast, t'as le podcast devant toi, concret, et j'adore ça. Et du coup, je suis partie là-dedans. J'ai adoré. J'ai absolument jamais regretté de ne pas faire assistana. Je pense que c'est très cool aussi et que j'aurais hyper
je me serais épanouie aussi dedans différemment, mais là, la post-prod, ça me fascinait. Pour moi, en tout cas, c'était la meilleure manière au final de réaliser des films derrière, parce qu'il y avait un côté un peu storytelling, tu étais au courant de tout ce qui se passait en amont. On nous disait beaucoup, il faut que vous sachiez lire une image, savoir si le son il est bon ou pas, corriger, donner. Je trouvais ça trop bien. Donc j'ai fait de la post-prod après pendant 2 ans. Et mes projets perso étaient un peu tournés autour de la montagne, les premiers, les exercices qu'on avait. Ouais. Donc l'idée, c'était de fabriquer des histoires autour de la montagne ? C'était pas forcément une idée de base, mais je sais qu'on avait souvent des exercices où, en tout cas, on nous demandait un peu des choses de personnel. Ok. Et sur les quelques-uns, je pense que j'en avais bien 2 ou 3 sur la dizaine qu'on a dû faire dans l'année. Bon, il y avait des thèmes, mais ceux où on était un peu libre et les thèmes parlaient beaucoup de nous. Je pense qu'ils étaient autour de la montagne, ou en tout cas, j'ai souvenir d'en avoir fait un où je suis allée tourner un plan à Courchevel. J'ai fait l'aller-retour dans le week-end avec des copains parce que je voulais mon plan de la montagne à Courchevel. Ok. En y réfléchissant, je me dis que c'était quand même bien barré, mais ouais, pour moi, si on me demandait qui es-tu, je disais je suis montagne, okay. Dehors. Donc t'as su très vite, c'est chouette ça. Et après cette école, alors comment est-ce que tu dessines ton parcours ? Est-ce que tu te lances tout de suite en freelance à ton compte ? Ouais, je commence à travailler assez rapidement. La dernière année, on avait des projets à l'école et on était à moitié en stage. Moi, ça commençait à plus trop bien se passer à l'école. Enfin, les gens, j'avais du mal. C'était un peu bizarre, ça me saoulait d'aller. J'avais l'impression de plus apprendre de toute manière en stage qu'à l'école. Et j'avais un peu envie de sortir de ce cursus parce que, en fait, de mettre le pied à l'étrier dans une boîte ou autre, mais c'est trop bien, c'est bon. Enfin, je veux y aller, quoi. Donc, je commence rapidement à me faire un peu des contacts à droite à gauche. Les stages, forcément, ça aide. Et je trouve rapidement une boîte qui me propose de me faire des heures d'intermittence assez vite. En tout cas, j'ai pu avoir mon statut assez vite la première année grâce à cette boîte. Donc, du coup, je deviens intermittente. Je faisais des trucs très corporate. Je montais les pubs comme j'aime. C'est vrai ? Ouais. C'est toi, Clara ? À une époque. Ok, donc maintenant, quand vous voyez une pub comme j'aime avec Castaldi, hop, c'est Clara. Ouais, j'en ai fait pendant 1 an, pratiquement, avec Castaldi. C'est étonnant, et ça. Il y avait... je sais plus, on en avait plusieurs. Ouais. Mais du coup, ça m'a permis d'avoir mon statut d'intermittent assez vite. Ouais. Et à côté, je faisais quand même... En fait, j'ai commencé direct en faisant intermittence et freelancing. Les intermittents souffrent de mauvaises explications, comme tu dis, parce que c'est tellement vaste et complexe qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Mais il y a beaucoup de gens, notamment j'avais pas mal de gens qui bossaient sur les festivals l'été, que ce soit en technique, son, lumière ou autre, en tournée ou autre. Ouais. Et effectivement, l'été, déjà, tes 507 heures, tu les fais hyper rapidement. Enfin, le rythme de travail l'été est tellement intense pour les gens qui bossent en festival ou en tournée. Tu vois pas ta famille pendant 1 mois ? Ouais. Moi, j'ai un ex-compagnon qui bossait en tournée. Quand sur un mois de 30 jours, ils font 29 dates, tu le vois pas pendant 29 dates. Et puis, c'est des dates, comme tu dis, où lui, il faisait 6h, 2h du matin. Donc, du coup, pendant 3 mois, ils bossent et après, ils bossent pas pendant 3 mois. Mais en même temps, ils ont accumulé l'équivalent de 8 mois de taf en 3 mois. Donc, s'ils ont envie de se prendre 3 mois de vacances, c'est OK, en fait. Ouais. Et du coup, les gens, ils voient juste le fait qu'ils bossent 3 mois et après, ils bossent pas. C'est quand même des métiers où les rythmes, tu l'as bien dit, c'est que les horaires sont quand même assez... les plages horaires sont énormes, on bosse pas forcément tout le temps. Enfin, c'est pas du 8h, 18h, quoi. On bouge, on fait des trucs dehors, dedans, dans des conditions... T'es en vadrouille, Moi, j'adore, je trouve ça fascinant, mais c'est des métiers qui sont particuliers, quoi. Et un peu... j'aime pas le mot précaire parce que c'est hyper... péjoratif. C'est hyper péjoratif, mais t'as tout le temps ce truc de tu sais pas le mois prochain ce que tu vas faire. Enfin, ce que tu vas trouver. C'est à ça qui sert ce régime, c'est que tu peux avoir de l'argent de côté pour le mois prochain si tu bosses pas autant que le mois actuel, quoi. Carrément. Et c'est génial, parce que la culture est quelque chose qui fluctue en permanence et que ça bouge, en fait. Oui, et que la culture ne sert pas à rien. Exactement. On pourra en reparler. Mais si on enlève la culture, les gens, ils n'ont plus de télé, ils n'ont plus de radio, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de divertissement. Pourquoi est-ce que tu quittes ce régime-là, du coup ? Parce que y avait des boîtes avec lesquelles je bossais ou des gens pour qui je bossais qui pouvaient pas faire de l'intermittence.
parce que c'était des particuliers. Enfin, il n'y a pas n'importe qui peut payer un cachet, en fait. Ou alors, il faut passer par un organisme pour pouvoir que ça se transforme en cachet. Le GUSO. Voilà, le fameux GUSO. Et encore, t'es limité. Enfin, bref, ça va vite fatiguer. Du coup, j'avais fait... Je m'étais inscrite à l'URSSAF. Et au fur et à mesure, je pense, j'ai dû le garder 2-3 ans, je pense, le statut. C'était très chouette. Enfin, j'ai bossé avec des boîtes très cool, etc. Et en fait, je commençais à cette époque à bosser de plus en plus pour d'autres auto-entrepreneurs, donc qui ne pouvaient plus me payer en cachet. Et au final, il y a un jour où je suis pas passée loin de pouvoir réitérer mon statut, mais ça passait pas. Donc quand ça passe pas, mais je crois il me manquait 40 heures, un truc comme ça, donc pas beaucoup, donc il te laisse un petit délai. Et moi-même, dans ce délai, je savais que je pourrais pas parce que je bossais qu'avec des auto-entrepreneurs. Donc, j'ai pas renouvelé mon statut. Mais c'était plus parce qu'au final, je commençais plus à facturer qu'autre chose. Donc, le statut me servait plus à grand-chose. Quand est-ce que tu te mets à réaliser, des films de montagne? Très tard. Très tard? Ouais. En tout cas, pour moi, très tard. Parce que tout mon parcours à Lyon, après mes études, je bosse beaucoup avec des boîtes qui font ce qu'on appelle du corporate. Donc, c'est vraiment pour des boîtes, en général. Donc, de la pub, du marketing, des trucs très, très axés sur de l'entreprise, au final. Ouais. Des films d'entreprise. Je fais un peu de musique à côté. Parce qu'il y a des boîtes qui font par exemple des live sessions où je vais filmer sur des concerts ou des choses comme ça, donc j'ai toujours aussi cet aspect live. Et moi à côté en perso je faisais des vidéos pour une radio indépendante de rock, donc c'était chouette, c'était des projets perso, ça me sortait aussi, puis il y avait ce côté je rêvais d'emmener des artistes en montagne, en nature, faire des live sessions. C'est toujours un rêve que j'ai pu en faire quelques-unes, mais j'en ferais bien plus. Et il faut attendre que je parte de Lyon pour vraiment ne bosser plus que dans cet univers-là, parce que à Saint-Gervais, on est quand même entre Annecy et Chamonix, dans des lieux où finalement il y a toutes les marques de sport, beaucoup d'athlètes qui viennent, et du coup, tu es tout le temps dans cet univers-là du sport outdoor. Donc, tu as quand même un peu de corporate pour des marques, tu vois, mais c'est toujours axé dans l'outdoor. Et moi, c'est ça, en fait, que j'aime bien faire. Donc, même si ça m'arrive encore de bosser pour des trucs qui sont pas outdoor, mais c'est sur d'autres projets. Donc, les 3/4 de mon taf, c'est ça. Mais je mets longtemps avant de me dire, je vais faire un truc pour moi. Et un truc, j'ai un petit truc à raconter, tu vois, de ce déclic de te dire, bon, en fait, je vais réaliser quelque chose. Ouais, tu peux être plus qu'un prestat. Ouais. Après, je pense que je m'étais pas non plus mis une pression ou autre pour le faire. Hein. C'est un peu venu tout seul. J'ai bossé sur des films parce que j'ai bossé longtemps pour des youtubeurs, notamment une youtubeuse. Et du coup, là, je réalisais un peu les vidéos avec elle. Donc, il y avait déjà ce côté raconter une histoire. Et puis, on voyageait. Donc, il y avait ce côté nature. C'est là où j'ai eu mes premiers déclics de mes valeurs écologiques. C'était là. Parce qu'on a fait une vidéo sur les orques. Et là, c'est la première fois où je me disais, j'ai réalisé un mini-documentaire, une mini-vidéo, parce qu'il y avait des interviews, c'était écrit, il y avait vraiment un truc... Et c'est utile aussi. C'est la première fois où je me suis dit, mon travail, il peut être utile. Meilleure sensation du monde. Et du coup, de là, j'ai pratiquement fait que des trucs un peu tournés dès que je pouvais sur de l'outdoor, etc. Ouais. Jusqu'à mon premier film, vraiment moi, toute seule, il y a 2 ans, je dirais. Toujours sur le format documentaire et pas fiction. Ouais. Parce que le cinéma, dans ma tête à moi, dans les écoles dans lesquelles tu as été formée, c'est beaucoup tourné sur de la fiction. Je peux complètement me tromper. Non, mais il y a cet aspect écriture de scénario et tout. Ouais. On a dû avoir une fois une intervenante pendant mes études sur du documentaire. Ouais. Et je me souviens de cette intervenante. On avait monté des images, je pense que c'était des images en Afrique. Elle nous avait emmené quelques images, etc. Et je me souviens avoir adoré. Elle m'a dit, mais c'est fascinant, c'est trop bien. Mais c'est parce qu'il y a des écoles de docu, en fait, en France. Avec vraiment, pour moi, c'est spécialisé dans le documentaire. Toi, t'as produit du documentaire pour toi, toute seule. Eh ben, mon dernier film, je pense qu'il est considéré comme un documentaire. Au mental. Ouais. Ouais. Mais les autres... Enfin, le format avec lequel je me suis construit, je pense, c'est plus les films de montagne. Les aventures, les youtubeurs qui faisaient des vidéos de montagne, des choses comme ça. Donc,
j'arrivais pas forcément à dire ça, c'est un documentaire. Tu sais, t'as les documentaires que tu vois sur les tournées Montagne en scène. Et encore, t'en as, c'est des documentaires. Oui. Et d'autres, c'est plus des films d'aventure. Oui. Et moi, c'était ça ma référence, quoi. Quand j'allais voir ces séances-là, je sortais en disant, mais je veux faire ça. Et c'est hyper intéressant parce que, donc, tu as sorti dernièrement Au Mental. Oui. Dans la série Des Hommes. Il n'est pas sorti. Parce qu'il n'est pas sur Internet. Mais en tout cas, tu es en tournée avec The Aventurer. D'ailleurs, on y reviendra. J'ai vu les 2 premiers épisodes de la série Des Hommes et des Loups. Oui. Et quand j'ai regardé cette série, je me suis dit, c'est incroyable. La narration, c'est une narration de film fictionnel sur des images de documentaires. Et du coup, j'étais un peu... Mon cerveau, tu vois, il était en dissonance cognitive. C'est mais pourquoi? Tu vois, vraiment, c'était rigolo. Le format est spécial. Et du coup, cette discussion éclaire ce que j'ai vu. Ok. C'est-à-dire que, alors, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, peut-être qu'on peut faire un point documentaire, un point fiction. La fiction, peut s'inspirer de la réalité, mais en tout cas, on a une histoire avec l'écriture d'un scénario. Alors, on écrit aussi du documentaire en scénario, mais en tout cas, c'est une histoire fantasmée, peut-être, ou pas, mais en tout cas, qui peut s'imprégner dans le réel, hein, mais c'est une histoire comme un roman, quoi. Voilà, c'est un peu dur. Le documentaire, c'est une forme qui s'imprègne du réel, et on a aussi cet ancrage de documentation, de lecture, d'écoute, de machin, de trucs qui ont été faits sur le long terme pour essayer de donner un éclairage, en fait. C'est une très belle définition du documentaire. Ça te va? Bon, complètement. Donc, en gros, toi, tu as eu une éducation plutôt fiction. Exactement. Et maintenant, de plus en plus, tu tournes vers le documentaire. Ouais, j'ai jamais écrit de fiction, de toute manière. Je pense qu'on avait des exos, un peu de scénario et tout à l'école. Ok. Mais c'est pas quelque chose que je suis... Enfin, en tout cas, que j'ai jamais tenté de le faire. C'est pas quelque chose qui, à l'heure actuelle, je sais pas ce que ça donnera dans 10 ans, mais à l'heure actuelle, j'ai pas envie d'en faire. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais ouais, il y avait ce truc de... En grandissant avec des films d'aventure ou en regardant des vidéos YouTube, etc., c'était la grosse époque YouTube, c'est des trucs qui sont dans un format un peu hybride, tu vois. C'était Bon Appétit Ski, tu vois. Oui. Voilà, c'était un format hybride. Oui. Mais moi, j'ai grandi avec cette génération-là de films d'aventure, donc oui. effectivement, ça ou les films d'Ena Gavaggio, où il fait des sports, là. C'est ça. C'est incroyable. Oui. Mais voilà, donc il y avait... Puis je trouvais que du coup, c'était des formats dans lesquels tu avais une liberté. Ouais. Là où la fiction, plus les études avançaient, plus j'avais l'impression que c'était un peu trop bouché. Puis moi, je me tournais pas là-dedans. J'avais envie de raconter des histoires. Mais en fait, effectivement, je me suis rendu compte un peu, pas sur le tard, mais avec de l'expérience, qu'en fait, je voulais raconter des vraies histoires. Je voulais en inventer, mais le réel m'intéresse. Éclairer le monde d'aujourd'hui, quoi. Et puis, je trouve qu'un documentaire, il est utile aussi. Il y a quelque chose, t'apprends, tu mets en lumière des choses. Le premier, la fameuse vidéo sur les orques, c'est... Donc, on partait avec cette youtubeuse aux États-Unis pour mettre en lumière un problème sur une population d'orques qui était en train de disparaître. Donc, je connaissais rien aux orques en partant. J'avais très peu de notions d'écologie, je pense. J'ai appris des tonnes et des tonnes de choses sur place. Ça m'a fait un déclic incroyable. Et il y avait ce truc de on va faire une vidéo on partait avec plein d'autres youtubeurs parce qu'on voulait lever des fonds, mettre en lumière ça, alerter, mettre en lumière des associations, enfin essayer de faire bouger des choses, tu vois. Et cette vidéo, elle servait à ça. Elle servait à informer. Donc, tu allais interviewer des gens, des scientifiques, des passionnés, des gens qui disaient des faits réels, des choses qui peuvent être dures à entendre des fois, parce que c'était pas très joyeux non plus comme sujet. Ouais. Et du coup, t'apprenais vraiment, toi, en filmant des choses, et tu savais que la vidéo, elle allait servir à apprendre à d'autres gens ce qui se passait, qu'est-ce que c'était qu'une orque, et je trouvais ça fascinant. Et c'est la première vidéo, je pense, qui s'apparente à du docu que j'ai dû faire, et je me suis dit, mais ce format est génial. Et depuis, je pense que c'est un peu, pas la ref, mais depuis là, il y a ce truc de je peux faire des choses comme ça, d'aller chercher, déjà parce que t'apprends énormément de choses quand tu fais un docu, et je trouve ça fascinant. Tu parles à des gens qui sont passionnés en tout cas de quelque chose. C'est hyper intéressant d'avoir des chiffres, de venir éclairer un sujet, de trouver les bonnes personnes pour parler de ce sujet, parce qu'en fait il y a des gens, et là encore c'est une problématique de la caméra et du son, tu leur parles comme ça autour d'un petit verre, ils sont passionnants, tu leur mets une caméra et un micro devant le museau, en fait il n'y a plus rien qui sort. Et c'est plus du tout naturel, et tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire là en fait
il y a vraiment ce truc de... C'est dur. Et j'imagine encore plus avec une caméra, parce que je pense que tu peux faire oublier le micro, même si c'est un délit, tu vois. Ouais, et encore, t'arrives avec une immense perche, t'as la bonnette dans la tronche, là. Mais ouais, le matériel vidéo et son peut être impressionnant, et c'est là toute la magie d'aller réaliser un documentaire ou quelque chose, c'est d'arriver à le faire oublier. Alors, il y a 2 ans, tu commences un documentaire pour toi, tu te lances Je sais pas si toi-même. on peut dire que c'est un documentaire, le premier. C'est, Tu peux nous parler de ce film? Oui, peut-être. Il s'appelle comment? alors, il s'appelle « Pourquoi on va là-haut ». Ouais. Moi, je dis que c'est une espèce d'errance poétique. Je crois que la meilleure manière de le définir, c'est ça. Ok. Alors, pour la petite histoire, j'avais jamais trop fait, à part des vidéos avec des copains ou autre, tu sais, quand tu as envie de faire quelque chose du son ou de la vidéo, tu as tendance à beaucoup créer quand tu es jeune. Je pense que j'ai créé plein de trucs, mais sans les montrer véritablement à des gens, ou en tout cas en les vendant. Et il y a 2 ans, un ami à moi me dit Clara, j'ai envie d'aller prendre l'air, j'ai envie de partir un week-end. Est-ce que tu connais un spot très random comme question. Est-ce que tu connais un spot quelque part pour y aller? C'est hyper compliqué. Et le premier endroit qui me vient en tête, je dis mais moi, quand j'ai besoin d'aller en montagne, il y a un endroit dans les Trois-Vallées que j'adore, qui me fait du bien, qui est l'endroit qui, je pense, est l'endroit pour lequel j'ai développé cette affection de la montagne, qui représente la montagne à mes yeux, où on allait tout le temps avec mes parents. Et je dis, mais là, c'est trop mignon, il y a un refuge, un lac. Et je dis, va là-bas. Et puis, je pense que 3 heures après, je me dis, mais je fais rien le week-end où il veut partir. Viens, je viens avec toi. On y va et on passe, on dort. En plus, c'était hors saison, donc le refuge était ouvert mais non gardé. Donc, on avait de très bonnes chances d'être tout seul là-bas. En plus, c'est un endroit où il n'y a pas de réseau, donc t'es vraiment coupé. Je peux le dire, c'est le refuge des lacs Merlet. Il est à côté du lac Merlet inférieur, dont il porte son nom. C'est vraiment une toute petite cabane, hein. Et au-dessus, t'as le lac Merlet supérieur. Et un peu en dessous, mais vraiment pas loin, t'as le refuge de Grand Plan. Et moi, j'ai souvenir d'y aller, mais tous les ans. Et donc, je dis à ce pote-là, mais en fait, viens, on y va. En plus, j'y ai jamais dormi. Et là, je sais qu'il est ouvert, on peut y aller, tu vois. Tu payes ta nuitée en mettant juste ta petite enveloppe avec du cash. Et donc, on part. Et je sais pas pourquoi, je me disais, mais en fait, j'ai envie de filmer ce truc. Parce que je l'ai jamais fait, que à un moment, ça commence à avoir du sens pour moi, etc. Donc, il y a un soir où j'écris la voix off qui, franchement, à quelques modifs près, est la voix off actuelle du film. Je l'ai écrite sur un coup de tête, où l'idée, c'était de me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on adore aller là-haut? D'où le nom du film, Pourquoi on va là-haut? Parce que je m'étais jamais trop posé la question de, mais c'est quoi ma fascination, entre guillemets, pour ces endroits-là? Pourquoi est-ce qu'on adore aller en nature? Pourquoi est-ce que je sais pas expliquer pourquoi j'adore partir faire mes sudoku pendant 3 heures au bord d'un lac, tu vois. Et du coup, j'écris, je dis, mais en fait, je vais filmer. Donc, je l'ai un peu écrit, quand même, avec les idées de plans que je voulais, etc. Il y avait un mini scénario, et encore pas vraiment, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur l'instant. Alors, c'est pas du tout un très long film, hein, il dure 5 minutes, je crois, de mémoire. Mais voilà, c'était une espèce de réflexion sur pourquoi est-ce qu'on aime y aller. Moi, j'y réponds un petit peu. Pourquoi cet endroit-là me parle, en tout cas. Qu'est-ce que ça nous fait? L'idée, c'était aussi que cette question, les gens ils puissent, en le voyant, se la poser à eux, ou quand je l'ai montré en festival. Parce que du coup, la finalité, c'est ça, c'est que il a été fait. Je me suis dit, je vais le faire, etc. Mais pour un festival, qui est le festival Femmes en montagne, à Annecy. Parce qu'ils ont une catégorie amateur. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie de raconter une petite histoire, et je vais participer à cette catégorie amateur. Ouais. Alors, amateur et premier film. Parce que du coup, moi, je me considère pas comme amatrice, parce que c'est mon métier, mais j'ai jamais fait vraiment réaliser un film. Donc, c'était mon premier film. Et du coup, je l'ai fait. Il a juste été pour ce festival. Et après, je l'ai mis en ligne et je lui ai donné sa petite vie. Mais voilà, donc c'est pas un documentaire, c'est vraiment juste une réflexion, quoi. C'est pourquoi c'est tout doux. J'aime bien dire qu'il est tout doux, ce petit film. Puis il est vraiment tourné dans un endroit que j'affectionne particulièrement, que j'ai tatoué sur le corps d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Enfin, c'est l'endroit, vraiment l'endroit refuge, quoi. Mais vraiment qui illustre bien le non-refuge. Ouais, c'est marrant parce que c'est très plat puisque c'est un lac, mais autour il y a pas mal de... Enfin, on est vraiment entouré par les montagnes. Ouais, t'as l'impression d'être un peu dans un cirque, en fait. Ouais. Derrière toi, t'as une grande montagne, donc je trouve que tu te sens un peu protégée. Ouais.
Et en face de toi, t'as une vue avec des sommets qui sont très rocailleux pour certains. Et t'as l'impression d'être dans ton petit coin, d'avoir cette vue. T'as vu sur la Grande Casse, t'as vu sur Port-l'Oignon. Enfin, genre, c'est extraordinaire. Ouais. Et c'est un endroit où, du coup, la faune et la flore sont très préservées. C'est très verdoyant. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres. C'est déjà très haut. Ouais, c'est à 2005, je crois, de mémoire. Moi, j'adore quand tu dépasses cette limite et qu'il n'y a plus d'arbres. Il n'y a pas de pâturage, en plus, comme c'est dans le cœur. Les vaches, elles sont un peu plus loin. Et il y a des Edelweiss. Oui. Un endroit, j'adore les Edelweiss. Les petits sabots de Vénus, il me semble aussi. Mais... Ah ouais, j'en ai jamais vu encore là-haut. Il me semble bien. Je suis pas sûre d'en avoir déjà vu en vrai. J'aimerais beaucoup, mais... Je crois bien. Énorme. Oui. Je vais retourner cet été vérifier. Oui. Je sais plus à quelle saison c'est, mais... Il me semble... C'est au printemps, c'est maintenant. Printemps, ouais. C'est en même temps que les morilles. Faut que j'y aille. Ouais. Eh ben écoute... Mais je sais qu'il y a un petit champ d'Edelweiss. Enfin, vraiment, il y en a de partout là-haut. Je trouve ça trop beau. Ouais. Oui, c'est très joli, hein, c'est magnifique. Ah, c'est... après, en plus, je suis plutôt partisane des gens qui protègent un peu la montagne, donc qui donnent pas forcément tout le temps le lieu de quel on va, etc. Le refuge des lacs Merlet, il est très connu. Oui. Il est de plus en plus accessible. Là, il y a quelques années, ils ont pratiquement goudronné la route jusqu'en haut, jusqu'à l'entrée du parc, quand tu arrives par le haut. En tout cas, c'est une route large et pas roulante. Ouais, maintenant, elle est goudronnée pratiquement jusqu'en haut. Donc, n'importe qui peut y aller. Avant, c'était du carrossable, donc les gens montaient pas forcément jusqu'en haut. Ils s'arrêtaient à une certaine limite. Là, maintenant, c'est limite, il n'y a pas un parking en haut, tu vois. Et après, tu as 20 minutes sur un petit... Enfin, soit tu passes par la vallée, soit tu passes par un petit sentier à flanc de montagne. Mais ça dure 15-20 minutes. Tout le monde peut y aller. C'est limite la sortie du dimanche, quoi. Donc, c'est plutôt... victime de son succès, je pense, mais... Oui, il y a des pêcheurs et tout. Oui, c'est un lac de pêche. Ouais. Je crois. Le supérieur, il me semble. Les deux. Ah ouais. Il me semble que les deux, ouais. Le supérieur, d'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps, en me renseignant un peu sur cette vidéo, pour celle-là, que c'était compté comme un lac glaciaire, parce qu'il est tout le temps très, 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 très froid, et qu'il y a même des scientifiques qui font des études dedans. Je m'étais toujours posé la question pourquoi il y avait une petite bouée au milieu qui flottait. Et alors, j'ai pas le détail de vraiment ce qu'ils vont chercher, mais ils étudient, en tout cas, l'eau et tout ce qui se passe dans ce lac-là. Et c'est un lac qui, je crois, reste à 9 degrés pratiquement tout le temps, qui, en tout cas, est censé, parce qu'il va très, très profond, le supérieur, en fait. Okay. Comme il est vraiment dans une cavité, c'est comme s'il y avait un triangle inversé, comparé au inférieur, qui est un peu, tu vois le fond, quoi. Et alors, c'est marrant parce que j'ai aussi mis longtemps à apprendre ce que c'était une réserve naturelle. Moi, je dis vraiment que c'est l'endroit où j'ai appris la montagne parce qu'on y allait tout le temps avec mes parents, etc. Mais tu vois, par exemple, petite, je pense que je me suis baignée beaucoup de fois dans ce lac. Mais personne ne m'a jamais appris. Et je pense que je sortais des chemins et j'essayais d'aller courir après les marmottes, etc. Et j'ai mis très longtemps à me renseigner et à apprendre qu'en fait, tous ces comportements-là, faut pas les faire, que il faut pas sortir des chemins. Mais c'est pour ça que la médiation est très très importante. Hein. Mais oui. Et maintenant, il y en a un peu plus. Ouais. Mais la dernière fois que j'y suis allée, je me suis énervée contre quelqu'un. Vraiment. Quand tu arrives à l'entrée du parc naturel, il y a des panneaux qui sont très très bien expliqués. Il y a des dessins. Vraiment, si tu sais pas lire, c'est obvious. Ouais. Et notamment, il y a écrit que les chiens sont pas autorisés dans le cœur du parc. Dans le parc, ils sont autorisés, mais en laisse. Et dans le cœur du parc, ils sont pas autorisés. C'est comme ça. Il y a quand même plein d'espèces qui ont besoin d'un peu de repos, puis un chien n'a rien à faire là-haut, techniquement. Et je croise un mec avec un berger allemand pas en laisse, qui avait l'air complètement foufou. Alors, j'en veux pas du tout au chien, parce que Pichet, il était juste très bien en train de vivre sa meilleure vie, mais qui courait partout. Les marmottes étaient en train de se réveiller, donc un peu flagada partout, à se dire, oula, il est quel jour, tu vois. Et je vois le mec arriver, puis je me dis, il vient quand même de passer devant le panneau. Puis le panneau est en plein milieu, donc il le voit, quoi. Et donc, un peu naïve, je dis, par contre, faites attention, les chiens sont pas autorisés à partir de cette limite-là. Puis il me regarde, et puis vraiment avec beaucoup d'aplomb, il me dit, oui, je sais. Oui, du coup, qu'est-ce que... Puis il repart avec son chien. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Et du coup, je sais que de par cet amour, en tout cas de la montagne, j'essaye maintenant un peu de mettre aussi en avant que c'est... comme tu dis, de la médiation, quoi. Je pense que les gens en manquent. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en montagne, qui voient ces panneaux-là, mais qui comprennent pas pourquoi c'est interdit, par exemple, tu vois.
On en parle beaucoup, le lac Blanc qui est quand même l'endroit touristique au possible et qui est... Ou le lac Achard, hein. C'est des endroits... Je dis le lac Blanc parce que j'ai le premier, mais il y a tellement d'endroits qui sont hyper connus maintenant en montagne, où on commence à avoir de plus en plus d'interdictions ou des panneaux, et ça manque d'explications pour des gens qui viennent pas du tout des milieux. Nous, ça nous paraît tellement logique parce qu'on a l'habitude, mais je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas, par exemple, pourquoi ils n'ont pas le droit de se baigner dans ce lac-là, pourquoi il faut pas sortir des chemins, et que si on leur expliquait, ils arriveraient vachement mieux à comprendre les interdictions, en tout cas, voilà. Et c'est un youtubeur dans une vidéo qui le dit. Il y a une formulation que j'ai adorée qui dit « on protège beaucoup mieux ce qu'on connaît ». Et en fait, il a tout résumé, c'est que si les gens ils sont pas sensibilisés aux environnements dans lesquels ils évoluent, c'est compliqué de leur interdire beaucoup de choses. À l'été, quand il fait 40 degrés, que tu as marché, tu vois un lac, tu as très envie d'aller t'y baigner. Ouais. Comme tout être humain normal, je pense. Mais si on t'explique que ta crème solaire, elle va dégrader le milieu, que tu vas marcher sur plein de petits étards, que tu vas tout dégrader, que l'eau du refuge que tu bois potentiellement, elle est quand même puisée dans le lac, plein de trucs. Ouais. Donc la crème solaire, c'est pas ouf. Voilà, donc mange-la directement, tu vois. Mais et puis la problématique, c'est que plus on interdit si on n'écoute pas l'interdiction. Donc finalement, on risque de se retrouver à ne plus pouvoir aller dans ces lieux-là. Moi, je le vois depuis des années, dès que j'y retourne, parce que j'y vais quand même en pèlerinage chaque année, au refuge, voire plus. Et ça m'attriste un peu de voir les chemins un peu plus dégradés, des endroits qui ont été un peu... il y a eu beaucoup d'érosion, tu vois, Voilà, puis des gens faire un peu n'importe quoi. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas. En fait, donc tu as du mal à... Mais moi, ça m'attriste de voir ce lieu qui ressemble plus aux mêmes choses qu'avant. Bon, après, pour plein d'autres raisons qui sont quand même beaucoup liées à l'humain, mais... Mais puis maintenant, comme ils ont fait un itinéraire VTT, tu vois, genre le fait de goudronner, tu le rends accessible à beaucoup plus de gens, donc il y a beaucoup plus de gens qui vont y aller. Les VTT qui comprennent pas très bien que ce chemin-là, oui, tu peux y aller, et puis ce chemin-là, en fait, non. Franchement, tu te trompes à la première intersection entre les deux petits chemins, tu peux te tromper. Mais du coup... l'office du tourisme, etc., ils ont dû vouloir mettre en avant ces paysages qui sont trop bien. La pratique du VTT, c'est très cool aussi, tu vois. Mais c'est à double tranchant, je trouve. Donc, protégez les lieux dans lesquels vous allez, s'il vous plaît. Ne mettez pas tout le temps la localisation sur Instagram. On a déjà fait 1h10. Oh merde. Juste pour pardon. L'heure. Je parle. Non, t'inquiète pas, c'est très bien. Bon, on va encore discuter un petit peu, si tu veux. C'est pour toi. Ouais. Non, mais ma proche, elle est... Attends, on va faire une pause 2 secondes. Je regarde sur le GPS combien de temps donc là, en fait, on a fait une petite interruption. On s'est rendu compte que ça fait déjà pas mal de temps qu'on est ensemble et Clara a une projection après. Comme on devait manger ensemble, en fait, on va continuer ce podcast en faisant à manger. Voilà. On peut changer le nom du podcast, c'est plus le camp de base, c'est En cuisine avec Émilie. Exactement. et du coup, en cuisine avec Clara, alors on est en train de se faire des pâtes à la carbonara. Voilà. Je suis sûre que vous trouvez cette information extrêmement intéressante. On dirait les émissions de cuisine sur France 2. Je ne vais rien faire à une anguille, mais en tout cas, voilà. Clara, est-ce que tu peux donc me raconter un peu ton dernier film au mental ? Et puis après, on parlera de ton dernier film à paraître au mental, donc La vie d'Elvis. Effectivement. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça raconte ? Au mental est un documentaire de 26 minutes, qui est pour le coup vraiment un documentaire, qui traite de la blessure dans le sport, mais de l'aspect vraiment mental, pas l'aspect physique. On en parle forcément parce que les deux sont liés, mais le but est d'aller chercher ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se blesse. Alors c'est rigolo parce que justement on parle pas beaucoup de santé mentale dans le sport. Non. Donc on part de ce film traite de mon histoire, le fil conducteur entre guillemets et ma guérison à moi. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu une grosse blessure qui était ma première. Je me suis jamais rien cassé. Et là, j'ai décidé que c'était hyper cool de commencer en me cassant tibia péroné. Donc, double fracture. Ok, donc une grosse ouais, blessure. grosse. Je suis pas passée loin de la fracture ouverte en plus. Mais j'ai fait ça toute seule comme une grande en marchant sur les mains. Ok, donc tu marches sur les mains et là, tu te casses le tibia péroné. Et je tombe, je ne sais pas trop comment, un peu en me déséquilibrant. Et je fracture tout ça. J'apprendrai un peu plus tard que finalement c'est une fracture de fatigue, parce que pour casser comme ça, à casser sur une petite chute entre guillemets, c'est qu'il y avait beaucoup de fragilité physique, mentale, et qu'au bout d'un moment finalement le corps t'arrête un petit peu.
Et c'est parti de là, puisque donc, je tombe un samedi matin, je vais à l'hôpital. Moi, je pensais ressortir le samedi soir avec un plâtre. On me fait gentiment comprendre que non, je vais être opérée. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi. Et donc, je me réveille le lendemain, on me dit, voilà, vous avez une plaque dans la jambe. Et que tu as surnommé donc Elvis. Que j'ai appelé par la suite Elvis, ouais. Parce que ça me faisait très très peur d'avoir une plaque. Ouais. Et que le médecin a eu la bonne idée de me dire, si jamais vous faites un rejet, on mettra des broches à l'extérieur. Et dans ma tête, j'étais là, je suis déjà en crise de panique de voir les agrafes qui ferment la plaie. Si tu me mets une broche, je pense que je fais une syncope. Comment est-ce que tu as l'envie du coup de parler de cette chose très intime finalement ? Ça part d'un constat que j'ai fait les premiers jours à l'hôpital, qui est que tout d'un coup, mon monde à moi s'arrête, puisque on me dit, vous allez être immobilisé pendant pratiquement 2 mois, assise. Ah oui, donc, parce que les membres inférieurs, tu peux pas. Enfin, moi, on me dit, vous posez pas le pied pendant 6 semaines, quoi. Ouais. Donc un peu terrible. Ouais, tout s'écroule. Tous les projectas, etc. Et en plus, t'es indépendante, donc. Et en plus, je suis indépendante. C'est un peu le bordel quand tu peux plus bosser, quoi. Ouais, mais vraiment, ce qui s'est passé, c'est un arrêt total. Ma vie fait un stop, celle des autres continue. Et j'étais un peu. Alors, les premiers jours, je suis assez résiliente parce que je pense que j'ai beaucoup de naïveté. Et je me dis, OK, ça va aller, je le prends hyper bien. Même mes potes sont un peu choqués. Et je leur dis, non, mais ça va être trop cool, je vais apprendre sur mon corps, mais je vais revenir meilleure. Voilà, puis ça va aller. Ça va être un processus intéressant. Parce que l'image que j'en ai, c'est tu te blesses, tu vas chez le kiné, et puis tu reviens plus fort. Mais j'ai pas l'aspect. En fait, tu peux sombrer beaucoup, quoi. T'as beaucoup de peur, t'as d'appréhension. Et j'ai pas tout ça. Je le connais pas. Mais mon premier réflexe, c'est de chercher d'autres films ou d'autres vidéos de gens qui se sont blessés comme moi et comment ça s'est passé. Et qu'est-ce que tu trouves alors ? Rien. Ah, intéressant. Alors, donc, pas d'antériorité. Je pense qu'il en existe, j'espère en tout cas, et que j'ai pas non plus fait un travail de recherche gigantesque de mon petit téléphone 2 jours à l'hôpital. Mais spontanément, je ne trouve rien, ou en tout cas, qui répond à mes questions sur le coup. De peur ou autre. Je trouve beaucoup de films sur des athlètes qui se sont blessés et comment ils reviennent hyper fort, enfin tu vois, des trucs comme ça, mais je trouve pas sur des gens lambda ou... Donc une espèce de peut-être d'hyper valorisation de la blessure. Ouais, en tout cas vraiment l'aspect t'es conquérant quand tu reviens d'une grosse blessure, quoi. Ok, et jamais rien sur la santé mentale, j'imagine, notamment la santé mentale des femmes. Non, j'ai pas trouvé. Ok. J'espère vraiment qu'il en existe d'autres. Et je pense qu'il en existe d'autres. Il faudrait vraiment fouiller. Et j'en vois de plus en plus maintenant. Mais sur le coup, je me sens un peu désemparée. Et mon premier réflexe, c'est d'écrire un peu ce qui se passe. Pas de romantiser, mais de faire une jolie écriture de mes peurs actuelles. En me disant, mais en fait, moi, mon moyen d'expression, c'est le film, c'est la vidéo, c'est... du coup, je vais le faire. Et du coup, très vite, germe cette idée de « Ah, je vais filmer, je vais en faire quelque chose, j'ai envie. » Parce que moi, ça peut m'aider à prendre du recul sur ce que je vais traverser et à le voir un peu différemment. Parce que je commence un peu à paniquer un petit peu au bout de 3 jours, à être pas trop bien non plus, tout doucement. Donc au début, c'est un peu... j'étais en quête de sens, j'en ai pas trouvé. Je me suis dit, mon parcours à moi, peut-être que ça va m'aider, moi, de le filmer, de le documenter, en fait. Et comment est-ce que tu trouves toutes ces femmes que tu interviewes dans le film ? Alors ça vient... assez rapidement après. Parce que tu as peut-être des connaissances qui se sont déjà blessées, avec qui tu en parles peut-être ? Oui et non. Il y a 2 valeurs derrière ce film. Il y a eu cette volonté de ne le réaliser qu'avec une équipe féminine, qui vient assez vite parce que je me rends compte, moi ça va faire 8 ans que je travaille dans la vidéo et la photo, et en général, je suis la seule meuf dans les équipes. Après, j'ai la chance de bosser de plus en plus maintenant avec des équipes jeunes, donc ça se passe beaucoup mieux. Et c'est des sujets qu'on évoque. Enfin, c'est du coup... On en a déjà parlé ensemble. Ouais, voilà. Et du coup, je me dis, mais j'ai jamais fait de film qu'avec des meufs. Viens, j'essaye. Ça serait trop cool. Et finalement, c'est plus dur que ce qu'on pense. Parce que je voulais trouver des gens dans mon entourage. Mon premier réflexe, c'est de me dire, je dois avoir dans les collègues que j'ai, qui fait de l'image, par exemple, dans ma vallée, avec qui je travaille, ou autre, qui est une femme. J'en ai pas. J'ai fait waouh, dans mon entourage actuel de collègues, je n'ai que des mecs. Donc je finis par connaissance commune trouver Pauline, qui est donc ma cadreuse, qui habite à Grenoble d'ailleurs. Pauline Simon, une autre réalisatrice que je connaissais
qui n'est pas une collègue parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble, mais que je connaissais d'avant. Je lui propose le projet. Pareil, en son, j'ai Solange Barnezet, qui est quelqu'un avec qui je bosse sur la Coupe du Monde d'escalade en tant que technicienne. Et après, spontanément, je me tourne un peu en me disant, mais en fait, ça va être un film qu'avec des meufs. Parce qu'on n'en voit pas. Et puis parce que moi, je suis entourée de plus en plus de meufs, que j'ai envie de parler à des meufs. Donc, vas-y. Okay. Et je fais du crossfit, donc j'ai beaucoup d'athlètes amateurs ou pros autour de moi. Donc, je pars à la recherche de ces gens. Et avec cette volonté de trouver des gens qui sont à la fois amateurs dans leur sport et à la fois des pros. Mais je voulais pas qu'il y ait que des pros. Je voulais vraiment que tout le monde puisse s'identifier. Et que finalement, on remette au centre de la blessure l'aspect mental, mais sans penser qu'on est face à quelqu'un dont c'est le métier. Genre se dire qu'en fait un athlète pro et un athlète et quelqu'un qui n'est pas d'athlète, en l'occurrence, ça se fait différemment. Bah oui et non, parce que finalement tu restes humain, et c'est ça que je voulais montrer, c'est qu'une athlète pro, elle a les mêmes appréhensions que quelqu'un qui est amateur. Alors forcément tu le vis un peu différemment. Puis tu as une équipe de professionnels peut-être autour de toi qui connaît plus. Bah, c'est surtout que donc dans mon film, l'athlète pro que j'ai, moi, c'est Colline Ballet-Baz, et qui, alors, je l'ai pas, on en parle, on le dit pas dans le film, mais pendant l'entretien, on en a beaucoup parlé, et elle m'a fait la réflexion. Elle m'a dit, mais moi, j'ai conscience qu'en tant que pro, quand on se blesse, on n'a que ça à faire d'avoir la convalescence. C'est notre métier, c'est de guérir. Quelqu'un qui n'est pas athlète pro, bah, il a sa vie à côté. Tu peux avoir une vie de famille, ton travail, ta vie de tous les jours, et tu dois en plus de ça te rajouter tes séances kiné, tes choses comme ça. Un athlète pro, il est entouré, accompagné, il a que ça à faire. Enfin, tu vois, il y a un truc. Donc, c'est elle qui l'a évoqué en disant, bah, c'est sûr que tu le vis un peu différemment. Par contre, j'ai la même peur que quelqu'un de remonter sur des skis derrière. J'ai la même appréhension que mon genou il lâche. Moi aussi, quand je suis à l'arrêt, qu'est-ce que je fais ? Encore plus quand, en tout cas, tout passionné de sport qu'on est, quand on nous empêche de faire notre sport, c'est hyper compliqué. Et moi, les semaines d'après, quand j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, ça allait être plus compliqué, il y a eu ce truc de qu'est-ce que je fais quand je fais pas bien ? Je fais du sport, je vais dehors, je vais marcher, et là, je peux pas faire ce que normalement je fais quand je vais pas bien. Qu'est-ce que je fais ? T'as trouvé d'autres choses ? J'ai beaucoup galéré au début. Il y a eu ce moment un peu de panique. J'ai dessiné, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, j'ai lu, je me suis mis à peindre. C'était des phases. Tu sais, ça t'occupe pendant un moment, et puis après, faut que tu trouves autre chose parce que c'est pas non plus le truc que tu fais d'habitude. Alors, tu redécouvres plein de choses. Tu refais plein de trucs. J'ai eu de la chance, et d'ailleurs, le film leur est dédié, d'avoir un entourage qui a été incroyable. Et je pense que c'est un des piliers les plus forts quand t'as des problèmes comme ça. C'est ils ont fait en sorte d'être tout le temps là, de jamais être toute seule. J'ai une pote à moi, mais qui littéralement s'est occupée de moi comme une infirmière, quoi, à qui je lui dois ma première semaine de convalescence. Et qu'on tout le temps fait en sorte de mettre en place des choses pour que je me sente un peu moins seule, dans la mesure du possible, tu vois. Il y en a beaucoup qui m'ont juste écoutée, il y en a qui m'ont proposé, mais c'est quand même beaucoup de choses que je pensais pas vivre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, t'es fatiguée. Moi, j'ai subi 2 opérations en plus parce qu'il y a eu une suspicion d'infection, enfin un truc, donc j'y suis retournée 2 anesthésies générales. En fait, c'est énorme dans l'espace d'une semaine. Ton corps, il est en PLS après. Et j'étais épuisée, j'avais mal, je savais pas où j'allais, je savais pas comment ça allait se passer, j'avais énormément de peur et peu de réponses. Et moi, j'ai fini par sombrer et me couper de mon entourage, en fait. Et c'est le moment où ça allait plus. C'est que j'utilisais l'expression, enfin, quand j'arrivais à mettre des mots dessus, j'avais l'impression que dans ma tête, c'était un fouillis, un amas de nœuds, et que je ne pouvais pas les déceler. Il y avait rien d'autre que cet amas de nœuds. J'avais peur que ça soit comme ça tout le temps, que j'avais fait quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours, et que je pourrais plus refaire du sport, que je pouvais plus... Et ça, personne m'avait dit que ça allait se passer comme ça. Et est-ce que justement les médecins, ils t'ont proposé par exemple un accompagnement mental ? Jamais. En tout cas, on n'a jamais approché ma convalescence de manière mentale. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir par exemple des kinés et des copains qui ont été à l'écoute. Mais moi, à titre personnel, j'ai eu une expérience très mauvaise avec le chirurgien qui s'est occupé de moi, qui pour le coup a complètement mis de côté l'humain, et qui était très robotique, et qui, à la fin, je veux plus qu'il me touche la jambe, ce monsieur, par exemple, tu vois. Et du coup, il m'a beaucoup traumatisée là-dessus.
Mais il y a, dans le corps médical auquel j'ai été confrontée, je sais que, par exemple, un infirmier ou une infirmière qui allait avoir un geste très humain avec moi, c'était hyper précieux. Alors qu'un personnel médical qui va pas s'en foutre. Enfin, je dis s'en foutre, mais en étant à l'hôpital, tu te rends compte aussi qu'ils ont quand même un métier qui est calibré dans le temps. Mais qui est hyper compliqué. Et puis dans des conditions pas faciles. Enfin, tout ce qu'on sait du système médical à l'heure actuelle. Mais je sais que le médecin a pu me dire des choses très violentes qui m'ont mis très très mal derrière mentalement. Il a installé des peurs en moi, il m'a dit des choses très crues, etc. Et que quand j'arrivais chez le kiné, heureusement que j'avais un kiné un peu gentil qui me disait « Ok, relax Clara, en fait, tout va bien se passer, je vais t'expliquer, ça va se passer comme ça, on peut pas savoir et tout. » Moi, le médecin, il me disait « Vous remarcherez, enfin, vous plierez jamais plus la cheville comme avant, enfin, des trucs un peu hard, tu vois. » J'étais là, mais enfin, j'ai 27 ans. J'ai pas pu. Moi, je suis sortie vraiment en me disant, je me suis bousillé la cheville pour la vie. Et mon corps marchera jamais plus pareil. C'est ça. Et mon exutoire, c'est la montagne. Et du coup, comment je vais faire? Et alors, donc, t'as Colline, t'as Agathe. Agathe Pétek, qui est préparatrice mentale, en plus d'être une athlète, quand même. Et monitrice de ski. Donc, qui connaît les athlètes, le milieu de la montagne très très bien et qui en plus est spécialisée dans son exercice de prépa mentale dans la blessure. Donc ça me tenait vraiment à cœur d'aller parler à quelqu'un dont c'était le métier, en plus de quelqu'un dont c'est la passion, tu vois, de parler de tout ça. J'ai Marie Gamen, qui est une amatrice, pas une pro, mais qui est une amatrice très confirmée, on va dire. Qui faisait à l'époque beaucoup de trail et qui maintenant fait beaucoup d'escalade, mais qui est passionnée d'outdoor. Vraiment, c'est le meilleur mot qui l'a défini. J'ai Lucille Germain, qui est une traileuse, et j'ai une amie à moi qui est architecte d'intérieur. Donc, rien à voir, mais qui est passionnée d'escalade et d'outdoor, de montagne, tout comme moi. Donc, un beau panel de nanas, toutes avec des blessures différentes, dont on évoque à chaque fois un peu la blessure de chacune, mais je voulais jamais que ça rentre dans une intimité, une prise. Elles le racontent, tu vois, mais à leur manière. C'est-à-dire que si elles ont besoin d'en discuter beaucoup parce que ça, c'est intéressant pour le propos, elles le font. Mais le but n'est pas du tout de mettre une échelle de valeur des blessures. En fait, moi, par exemple, dans le film, à aucun moment, j'explique exactement comment je me suis blessée. Je m'en suis rendu compte après, quand le film était un peu fini. Et c'est marrant parce que je pense que les gens, en le regardant, doivent s'imaginer que je me blesse en faisant ça ou ça ou ça. En montagne, notamment. Voilà, ou en faisant n'importe lequel de mes sports. Mais aucun m'a posé la question, vous êtes blessé comment aux projections? Et en fait, je trouve ça trop cool parce que rapidement, tu oublies l'accident et que tu te concentres sur vraiment l'aspect te relier avec ton corps, réapprendre à marcher, des trucs... voilà. Et du coup, j'aime bien l'idée qu'on oublie l'accident dans ce film-là et qu'on se concentre plus sur vraiment la convalescence, quoi. Ouais, c'est hyper important. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être du contexte de réalisation? Combien de temps ça prend? Qu'est-ce qui se passe? Comment t'écris aussi? Parce que je sais que t'écris beaucoup sur des cahiers. Ouais. Alors, tout part beaucoup d'une sorte de journal de bord. J'écris beaucoup ce que je ressens, les peurs que j'ai, parce que déjà les mettre à l'écrit et les conscientiser, ça m'aide à leur dire qu'elles existent, elles sont là, et elles ressemblent à ça. Et une fois qu'elles sont sorties de ton cerveau, tu arrives un peu mieux à les gérer, je trouve. Et je me filme beaucoup avec mon téléphone. Je tiens un espèce de journal de bord de mon téléphone, dans lequel je dis aujourd'hui on est tel jour. Alors c'est marrant, je le commence toujours pareil. Je dis on est tel jour et ça fait X jours après l'accident. Et spontanément, j'ai fait ça tout le long. Je sais pas, je pense que ça m'aidait et j'ai des heures d'enregistrement de moi qui expliquent ce qui se passe. Il y en a qui en les regardant, ça a été très dur à monter. Ça m'a beaucoup fait pleurer parce que j'avais jamais... je les filme, mais je les regarde rarement après. Et un peu plus d'1 an après, quand je monte le film, je me replonge dans ces archives et je me revois dans un état désastreux, surtout les moments où ça allait pas. Et c'est très compliqué de se retrouver face à cette personne-là. Mais pour ton deuxième documentaire, tu as vécu un peu le climax du documentaire qui est de se mettre en scène dans son propre documentaire avec un truc qui nous touche de ouf. Ouais, alors après, je pense que j'ai une manière de faire des films, en tout cas, où j'y mets beaucoup de moi-même. Et que celui-là avait cette volonté d'être... En fait, j'ai fait un docu qui a été une thérapie pour moi. Ouais. C'est à la fois extraordinaire à faire et à la fois... Traumatisant à faire. Ouais. Mais vraiment, j'ai découvert, il y a un après, il y a un pendant, il y a
le monter m'a demandé une énergie folle, pas un égoïsme, mais une concentration sur moi. Enfin, dans ma vie perso, j'ai mis beaucoup de choses de côté parce que j'étais pas capable de faire autre chose que de me concentrer sur ma convalescence, sur... Puis monter le film a été pour moi l'étape la plus dure parce qu'il fallait me confronter à cette Clara d'il y a un an qui est en larmes, dans son lit, à pas réussir à exprimer une phrase correctement parce qu'elle a peur, quoi. Ouais. Et c'est très dur d'en parler. Et tes proches, comment est-ce qu'ils t'ont accompagné là-dedans et qu'est-ce que ça leur a fait justement de voir ce film? Je pense à tes parents, par exemple. Mes parents m'ont dit qu'ils étaient très fiers. Ils m'ont pas dit énormément de mots, ils étaient là à l'avant-première. Ça m'a beaucoup touchée. J'osais pas les regarder quand j'étais sur scène, vraiment. Okay. Je crois qu'ils ont pleuré un peu quand même. Okay. Ils ont eu beaucoup de mal quand je suis tombée parce qu'ils ont, je pense, eu un grand sentiment d'impuissance. L'un des premiers déclics qui m'a beaucoup fait mal, c'est voir ma mère pleurer, enfin les larmes aux yeux, parce qu'elle me voit dans mon lit à pleurer de douleur et à lui dire je sais, enfin là maman, je sais pas quoi faire, quoi. J'ai mal, je suis fatiguée, j'en peux plus. Et ça, mais c'est horrible pour un parent de voir son enfant et d'être démuni, tu vois, face à ça. Il y a un truc, vraiment un sentiment d'impuissance. Et alors j'en ai pas reparlé avec eux après trop, parce que je pense qu'on est un peu pudique dans ma famille, mais ils m'ont dit qu'ils étaient très fiers, qu'il était très beau et qu'ils m'aimaient très très fort. Ils n'ont pas arrêté de me dire après qu'ils m'aimaient très très fort et qu'ils étaient fiers. Donc je pense que pour eux, ça leur a fait du bien en fait de voir tout ça et surtout d'avoir une espèce de conclusion de ça va en fait maintenant. Et de comprendre ce que tu as traversé. Ouais, quoi. Peut-être. Et peut-être se dire qu'en fait, ils ont pas été impuissants. En fait, ils ont été là. Puis moi, j'ai dit à des copains, vous avez été là même dans vos silences, à écouter, à envoyer un mot, à ne rien dire. C'est une présence qui est propre à chacun, mais qui est très précieuse, je trouve. Et du coup, j'avais très envie. Je pense qu'il y a beaucoup des gens de mon entourage qui ont peut-être compris des choses que j'avais du mal à exprimer aussi. Parce que personne d'autre que moi n'avait vu par exemple, les journaux de bord que je mets au début de mon film, ces archives-là. Personne ne les a vus. Personne ne sait les moments que j'ai traversés aussi honnêtement, en fait. Ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, c'est que... tout est intéressant, mais il y a la question, effectivement, de se mettre au centre et d'arriver à créer un objet où chacun se reconnaît dans cette blessure. Mais ça a dû être terrible pour toi d'arriver à prendre du recul. Enfin, j'imagine que ça n'a pas dû être facile... Et dans tout ce que ça a brassé en fait à l'intérieur. Ça a remué beaucoup de le faire, autant que ça a aidé, parce que tous les entretiens que j'ai eus avec ces femmes-là m'ont fait énormément de bien à moi personnellement. Que en plus j'ai voulu les mettre en scène, pas comme des interviews, mais comme des discussions où on est posé à chaque fois sur un banc en nature ou dans un lieu dans lequel elles se sentent à l'aise pour parler de tout ça. Et donc c'est un interview un peu une safe place, tu vois, c'est pas vraiment des questions et tu réponds face caméra, c'est vraiment une discussion. Donc moi j'ai participé autant en tant que réalisatrice qu'en tant que personnage à ce moment-là, donc ça m'a fait énormément de bien à chaque fois, j'ai appris des choses. Donc le processus de tournage a été assez facile, assez agréable, assez cool, puis moi je me voyais évoluer à côté, donc il y avait aussi on est passé par des phases très dures parce que je reprends le sport à des moments. Il y a le moment le plus dur, ça a été la reprise du wakeboard. Donc tu passes par toutes ces phases, mais c'est très cool à voir, tu vois. Et par contre, de le monter, donc il y a eu ces phases où il fallait voir les passages pas très cool. Donc ça, c'est dur. J'ai énormément pleuré. J'ai eu la chance quand j'ai commencé à le monter, à être en résidence avec d'autres amis à moi et à pouvoir leur dire sur le coup. Et ils m'ont beaucoup aidé. En plus, c'est pas mal de réalisatrices et réalisateurs qui connaissaient. Donc on en a parlé. Et après, se mettre en scène dans son propre docu est très compliqué. La première version du documentaire que j'ai faite, je pense qu'on me voyait très très peu, notamment dans les discussions avec les filles. Et je l'ai envoyée à 2-3 copines pour avoir un avis extérieur. Parce que, spoiler alerte, on ne peut pas bosser tout seul. On est humain, on a besoin du contact. Et elles m'ont toutes dit, Clara, il faut qu'on te voie. Si le public ne te voit pas, ça marche pas. Et en fait, c'est le moment où en tant que réalisateur, tu dois te dissocier de toi-même et te dire la personne que j'ai en face de moi est un personnage, c'est pas moi.
Et c'était hyper intéressant comme exercice parce qu'effectivement, à partir du moment où je me suis assumée en tant que personnage dans le film, le montage a marché. Ouais. Vachement mieux. Okay. Et ça a donné plus. Mais c'est un exercice qui est particulier à faire. Et je pense que je me suis pas trop posé cette question-là en le faisant ou en le réalisant. C'est des choses que j'ai un peu plus... Enfin, je m'en suis plus rendu compte après. Oh, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est un an qu'ont, je pense, marqué un peu ma vie à jamais. Parce que j'ai fait un film qui, je crois, est utile à certaines personnes quand même. Les projections sont incroyables. J'ai beaucoup de gens qui parlent derrière et surtout qui se livrent, qui me parlent de leurs accidents, qui me parlent de ce qu'ils ont traversé. Il y en a beaucoup qui m'ont dit merci parce qu'on s'identifie, merci de mettre des mots, on n'en parle pas assez. Et du coup, tu rencontres des gens qui te livrent leurs histoires. Et c'est fascinant, je trouve, et ça ouvre un dialogue qui est incroyable. Moi, ça m'a appris énormément de choses et ça marquera, je pense, à jamais mon rapport à ma santé mentale, à mon corps, mais vraiment à jamais. T'as bossé avec des psys, avec des gens capables de parler de santé mentale dans le cadre de ce docu ou pas Alors, à part Agathe, non. Okay. J'en ai parlé un tout petit peu avec la psychologue que j'ai vue, qui a pas une psychologue d'ailleurs, ma sophrologue. Je suis allée voir une sophrologue pendant ma convalescence. Okay. Mais j'ai pas parlé, je l'ai pas interviewée pendant le film. J'aurais voulu, mais je pouvais pas interviewer 45 000 personnes. Et par contre, l'un de mes 2 partenaires de mon film, donc le premier est Vieux Campeur, et le deuxième, ça s'appelle un média qui s'appelle Musae Tomorrow, qui est un média qui vulgarise la santé mentale à travers des vidéos, les réseaux sociaux, un podcast et des newsletters. Et c'est des discussions avec elle. C'est une équipe que de nanas en plus. Et moi, j'ai appris beaucoup grâce à ce média à titre personnel. Et c'était vraiment... comme c'est mon déclic à moi sur ma santé mentale, ça m'a permis, grâce à elle, d'en discuter un peu mieux. On a enregistré un podcast ensemble là-dessus. Et de se rendre compte aussi que les gens sont demandeurs de choses là-dessus. C'est la finalité, voilà. On n'en parle pas du tout. Là, elle vient de me mettre l'assiette de pâtes devant les yeux. Clara, je suis désolée. J'adore. Je vais lâcher le micro et ne plus parler. En fait, t'es hyper résiliente parce que j'avoue que là, on vient de faire une interview où moi, j'étais en train de faire la cuisine tout en écoutant, tout en reprenant mon micro entre 2 gousses d'ail et 3 pâtes. Et on est quand même arrivé à continuer cette interview qui est très intéressante. J'ai enregistré tous les interviews de mon film un peu dans ce mood-là. Hein. C'est vrai. Colline, on est assise au pied d'un arbre à discuter sur une serviette parce qu'il y avait beaucoup de bousses de vache autour. Ouais. Donc comme ça. Marie, on est sur sa terrasse à boire de la ricorée. Donc vraiment, au début, on discutait en train de se faire un café, tu vois. Lucille, on est au milieu d'un parc sur un banc et on avait très très chaud, les gens passaient autour, etc. Et nous on discute. Et ma première pote, on l'a filmée, là ça c'est le pire, on l'a filmée un peu à l'arrache entre guillemets. On était avec des copines chez moi en train de faire à manger. Et la discussion, je suis en train de faire à manger et on prend l'apéro. Autour d'une table. Donc tu vois, là, je suis pas dépaysée. Et ben écoute, je te propose qu'on lâche nos micros 5 minutes pour prendre le temps de manger. Ça te va ? Ah oui. Nous sommes de retour. Moi, j'aime beaucoup. Je tiens à préciser que j'adore. Ça va, t'es pas trop fatiguée. Ah, mais pas du tout. C'est quoi, je vais sortir en disant que c'est le meilleur podcast que j'ai enregistré. Ah, merci. Les pâtes étaient très bonnes en plus. Nous en étions donc à Eau Mentale et la question que je te posais pendant qu'on mangeait, c'était justement la question de la santé mentale. Ouais. C'est un sujet dont personne parle. Quels sont les retours en fait du public sur ce film ? Alors, j'ai différents retours. Les premiers qui m'ont pas choquée, mais auquel je m'attendais pas forcément, c'est à l'avant-première, il y a beaucoup de gens qui ont raconté leurs accidents à eux, qui se sont livrés. Et il y a quelque chose d'assez ouf de voir quelqu'un se lever dans une salle de 200 personnes qu'il ne connaît pas et te dire, moi, j'ai fait un arrêt cardiaque en faisant je sais pas quoi. Enfin, tu vois, raconter un truc très, très personnel. Et en tout cas,
la personne estime que tu es légitime à recevoir cette information et elle te donne une certaine confiance pour te la dire. Et je trouvais ça mais extraordinaire. Vraiment, dans la salle, les commentaires, il y a des gens qui m'ont dit merci après. Et ça, je trouve ça ouf. Parce que moi, j'étais là, waouh, ok. Alors là, ça va un peu mieux. Je dirais pas que je me sens légitime. Je ne vais pas non plus faire waouh. Je ne veux pas me la péter ni rien, mais j'ai un peu fait la paix avec ça. Et je suis hyper heureuse d'accueillir leurs histoires. Et il y a un côté hyper cool quand une personne vient te dire merci. Là, dernièrement, celle qui m'a le plus choquée, c'est la dernière proche qu'on a faite avec la tournée avec les filles. Où en gros, c'est quelqu'un qui est kiné qui est venu me dire merci parce que en tant que personnel du corps médical, on ne parle pas trop souvent de ça. On n'est pas formé à ça. Même, nous, en tant que kiné, on a quand même face à l'humain qui est des fois dans de la détresse. Donc, on parle, on l'écoute, en plus de notre exercice juste physique. Et c'est vrai que moi, mon kiné, il connaissait ma vie, il connaissait comment je me sentais, mes peurs ou autres, quoi. Et elle me disait qu'elle aimerait beaucoup être plus formée là-dessus. Et que ça lui avait fait du bien de voir ça, de voir les mots que j'avais mis, la douceur avec laquelle je pouvais parler de mon kiné dans le film. Et c'était hyper cool d'avoir une discussion et de sentir qu'en fait, les gens en face ont envie d'en parler, ont envie de l'évoquer, ont besoin, et de rassembler des gens dans une salle de projection pour en parler. Waouh, les langues se délient, quoi. Il y a un truc... c'est trop cool. Je suis hyper fière d'avoir réussi ça. De me dire que les projections, c'est des lieux de discussion. Enfin, ça ouvre un dialogue. On voit un film ensemble, on en discute et en fait, ça ouvre une parole sociale, en fait. Ouais, moi, avant qu'il soit projeté, je disais s'il y a une personne dans la salle qui sort en se disant que ça l'a aidé et que ça lui a fait du bien, j'ai tout gagné. À chaque fois, je crois que c'est le cas. Et genre, ça me rassure. Moi, en tout cas, c'est le film que j'aurais aimé voir quand j'étais pas bien. Et je suis trop contente de pouvoir le donner aux gens et de voir qu'en fait, les gens après en face... déjà, tu as des super discussions avec eux. Moi, je continue à apprendre plein de trucs. À titre personnel, chaque fois que je discute avec quelqu'un qui me raconte sa blessure, c'est hyper enrichissant. Tu vois, c'est trop bien. Moi, ça me donne envie d'en faire une suite, un peu de raconter encore d'autres choses. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter là-dessus. Et j'espère que ça ouvrira la voie parce que je suis personne pour ouvrir la voie. Mais tu vois que ça... Si, je pense que... C'est important. On peut ne pas vouloir être le visage d'une lutte, mais en tout cas, d'ouvrir une voie, ça n'engage à rien, tu vois. C'est fabriquer un contenu, que ce soit une vidéo, un podcast, une musique, n'importe quoi, une pièce de théâtre, se dire que les gens se l'approprient comme ils veulent ensuite, quoi. Ouais. En tout cas, moi, il y avait la notion où, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il y avait un côté utile dans ce docu. Ouais, il y a un truc sur la santé mentale quand même en France, c'est qu'on parle beaucoup de premiers secours. Donc de soins premiers secours. Je sais pas si tu sais, mais il existe des soins premiers secours santé mentale. Et je savais pas du tout. Et en fait, c'est pas comme si t'avais une jambe cassée. En fait, la santé mentale, c'est comme une jambe cassée dans ta tête. Ouais. Et en fait, c'est pas visible. Si tu sais pas, non, il y a quelqu'un de très souriant qui peut faire une dépression. Ouais, clairement. Et tu vois, les choses se résolvent pas en disant Thierry, bouge-toi un peu les fesses en fait, c'est bon. Quand tu l'as pas vécu, c'est ce que tu peux penser. Moi, j'ai appris plein de choses sur la manière dont gérer les blessures de mes copains, par exemple, dans le futur. Parce que, comme tu dis, tu te sens démuni. Il y a un moment où tu ne peux de toute manière pas apporter 100% de l'aide dont la personne a besoin. Non. Et qu'en tant que pote, je sais que, par exemple, la prochaine fois que je suis confrontée à ça, si c'est un copain à moi, quand j'aurai fait le maximum que je peux faire, le reste, après, ça peut être mais va voir quelqu'un, en fait, viens, je t'aide dans ta démarche et tu vas aller voir un psy. Mais tu vois, ne serait-ce que de pouvoir dire à des gens dans la salle ou autre, leur dire, mais si votre pote, il est pas bien, c'est OK, déjà, lui dire c'est OK. Et en fait, vous allez vous sentir démunis, c'est normal, mais vous êtes aussi, vous pouvez, et c'est ultra précieux, lui dire simplement... Viens, je t'aide et tu vas aller voir quelqu'un. Enfin, je t'aide à faire les démarches, je t'aide à chercher. De quoi t'as besoin, en fait. De quoi t'as besoin, en fait. Et on va trouver. Et c'est OK aussi pour... je dis pour le futur moi ou les gens qui sont dans l'entourage de quelqu'un de blessé, de se dire, d'accepter qu'on ne peut pas résoudre tous les maux de son pote. Ouais. C'est normal. Mais que juste dire, va voir un professionnel, c'est une aide précieuse. Ouais. Moi, je sais que mon entourage m'a vachement soutenue là-dedans. M'a dire, mais va voir, je connais un tel, machin, etc. Mais ça m'a permis de faire un bond en avant qui est extraordinaire. Là où toute seule, j'aurais peut-être un peu galéré parce que
parce que j'avais peur, que je savais pas par où chercher, j'étais pas... Je regarde ma montre, il est très exactement 13h49. Il nous reste donc à peu près 15 minutes. Tu vas être donc dans le cadre d'un livre où tu es le héros. J'avais encore 2 sujets à aborder avec toi. Est-ce que tu préfères, option A, que nous parlions dans le temps imparti du film sur les loups, des hommes et des loups, qui reprend donc cette question de la nature et de comment l'homme interagit avec la nature. Oui, qui est une web-série, pas un film. Une web-série. Comme ça, on vous a teasé si on n'en parle pas. Est disponible sur YouTube. Allez le voir. Chemin 2, porte bleue. Tu ouvres la porte de ton prochain film. Je pense que des hommes et des loups, il y a plus de choses à dire. Ok. Tu choisis donc la porte rouge. Une superbe web-série, effectivement. Ouais. Donc le premier épisode, je crois, fait 15 minutes. En général, ils font autour de 15 minutes. Ils sont tous, en tout cas, écrits pour. Alors, pour recontextualiser, l'épilogue, donc premier épisode, un peu l'intro, est déjà sur YouTube, et le premier épisode aussi. Donc, il y a 2 vidéos. Pour plein de raisons indépendantes de notre volonté, nous avons fait une énorme pause dans la sortie des épisodes. Notamment parce que déjà, il faut savoir que c'est des épisodes qui traitent donc du grand prédateur et du loup, de son retour dans une vallée. Donc c'est vraiment très spécifique, c'est pas à l'échelle de la France, bien sûr. Dans la vallée du Beaufortin ? Oui, mais on ne donnera pas plus d'infos. Oui, donc dans une des vallées... Dans une des vallées du Beaufortin, dans la région du Beaufortin. Et donc pour des questions de confidentialité, déjà, le premier épisode, il sort 4 ans après les faits. Enfin, il raconte les 4 premières années de recherche. Et après, on sort les épisodes en décalé, forcément, pour une question de protection des animaux qu'on filme, des gens, en tout cas de l'histoire. Tellement d'éthique du documentaire dans cette phrase. Et puis après, au bout d'un moment, il y a eu des problèmes. On a commencé à se faire voler des caméras automatiques. Donc, il y a eu des histoires de justice. Donc, il y a des choses qu'on ne pouvait pas raconter parce que le jugement n'était pas rendu. Donc, tant qu'on était encore en plainte contre la personne, on ne pouvait pas en parler. Il l'est maintenant. Il l'est maintenant. Le jugement, quand on a préparé cette émission, il ne l'était pas encore. C'est très compliqué l'histoire de justice. Et après, il y a eu moi qui me suis blessée. J'ai eu d'autres choses à gérer. Et là, ma collègue, donc, qui est Sandra Bérénice Michel, s'est blessée aussi dernièrement. Donc, et elle a la main, donc c'est plus compliqué de reprendre son travail qui est photographe vidéaste quand on ne peut pas utiliser sa main gauche. Mais il faut savoir qu'en tout, il y a de mémoire 7 épisodes. D'accord. Qui sont tous écrits. Il y en a un plus avancé que d'autres, parce que voilà. Mais la trame est faite, on a la fin, on a tout. On est en train de monter les prochains. C'est beaucoup de temps. Il faut savoir qu'on fait ça bénévolement. C'est une web-série bénévole. Donc ça prend énormément de temps, parce que c'est beaucoup de recherche sur le terrain, en tout cas pour Sandra, d'analyse, de temps passé dehors, d'heures de rush qui sont... Mais j'ai pas les chiffres, mais c'est le projet sur lequel j'ai le plus d'images possible. Et après, il faut raconter une histoire avec ça. C'est très, très long, chaque épisode. Une histoire, les narrations sont... C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, ça t'a perturbé. J'ai compris l'approche. Je l'ai trouvé très belle, hein. C'est pas le propos. C'est que j'ai compris l'approche que vous aviez eue. Au regard de ton parcours que je connaissais pas, c'est un documentaire narré comme une fiction. Oui. Je pense qu'on l'a fait... Énormément de voix off. Énormément de voix off. C'est parti comme ça parce que le premier épisode est un épisode qui, principalement, est avec beaucoup d'archives et plein de bouts manquants. Donc, il a fallu recréer l'histoire. Donc, il y a quelques parties qu'on a dû retourner, en tout cas remettre en scène, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment... C'est des mises en scène d'événements passés, il y en a très très peu parce qu'on était un peu gênés avec ça, donc on a fait comme on a pu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut l'écouter comme un podcast. Ah, c'est la première fois qu'on me dit ça. Voilà. Trop cool, hyper ok. On peut l'écouter comme un podcast sans les images. Génial. Au vu de la narration. Ok. Parce que c'est super, ça veut dire que ça fonctionne un petit peu. En fait, Sandra, on se connaissait depuis un moment, sur les réseaux, etc. Elle savait que j'étais passionnée par le loup. Elle est passionnée d'animaux, plus généralement. Elle est photographe animalière à la base et vidéaste. Et réalisatrice, du coup. Et un jour, elle me dit, écoute, Clara... ça fait 4 ans que j'ai un peu des images, des bouts d'images, de caméras, de trucs. Je suspecte que des loups reviennent s'installer dans une vallée dans le coin.
Et du coup, j'ai 4 ans d'archives. 4 ans d'archives, c'est énorme. Et elle me dit, mais je sais pas comment faire. Je suis pas monteuse, je galère, je sais pas. En plus, au fur et à mesure, c'est l'enfer. Il y avait ce truc de, c'est pas mon métier de monter, j'ai envie de raconter cette histoire qui, je pense, est intéressante. Est-ce que ça te tente ? Donc, j'ai mis un millième de seconde à lui dire oui. Et du coup, le premier épisode, c'est narrer tout ce qui se passe, mais effectivement un peu au présent, c'est Sandra qui raconte un peu, avec sa manière très particulière à elle de raconter. J'adore, parce qu'elle a vraiment mis sa patte. Ouais, il y a un récit, et puis il y a le récit d'une recherche, en fait, qui est la recherche du loup, de « Ah bah j'ai fait ça, ah bah j'étais déçue, ah bah je l'ai pas trouvé, ah bah enfin il est là !» Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Il y a un suspense, waouh, on se dit... Il y a un truc très factuel et de... Qu'est-ce que ça induit d'aller observer des animaux et de toute la phase avant où les gens ne se rendent pas forcément compte. Enfin, Sandra, elle passe des heures et des heures en montagne. Je pense qu'elle est plus longtemps dehors que chez elle. Tu vois. Moi, je la compte pas forcément sur tous ces tournages en nature, déjà parce que j'ai pas les connaissances pour le faire de manière, j'allais dire intelligente, mais j'ai jamais fait d'affût, je pense que j'aurais besoin de m'entraîner un petit peu. Je connais moins les endroits, puis ça dégrade moins que s'il y a que elle qui y va, par exemple. Enfin, 2 humains dans la nature, dans des endroits où c'est un peu sauvage, bah, c'est peut-être plus dérangeant, surtout quand on n'a pas tous les codes comme moi pour la nature. Donc Sandra, elle fait beaucoup de choses toute seule. Et après, on écrit et moi, je monte. Mais du coup, effectivement, il fallait qu'elle raconte, elle raconte l'histoire avec beaucoup ses ressentis et ses intuitions. On a voulu raconter le retour du loup, mais qui est un prétexte, entre guillemets, pour parler de tout ce que ça induit autour. En fait, quand on parle du loup, on ne parle pas vraiment du loup, on parle du rapport à la nature qu'a l'homme. Est-ce que l'homme accepte la nature, le rapport au pastoralisme, le rapport au vivant, le rapport au sauvage, les liens entre les humains. Enfin, ça, c'est tellement grand. Et le but était de raconter ce retour-là, retour ou non, enfin, de cette tentative d'installation, et de voir tout ce qu'il y avait autour et de se placer vraiment comme un observateur. Sandra, c'est elle le dit, je crois, dans l'épisode 2, où elle veut être cette troisième œil, ce regard un peu extérieur et qui va relier un peu les mondes pour parler, en fait. Et ça se fait de plus en plus. Maintenant, il y a de plus en plus de docus, ou en tout cas de sujets sur, en tout cas, les grands prédateurs comme le loup, lynx et l'ours, qui ouvrent le dialogue pour la cohabitation. C'est très bien. D'ailleurs, vous en citez un dans l'épisode 1, qui est le super docu de Jean-Michel Bertrand. Exactement. Il y a sa voix à la fin de l'épisode. Je pense que dans les fiertés de ma vie, il y aura... on a travaillé avec Jean-Michel Bertrand. Il a aimé... Enfin, il a accepté de participer au truc, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous teaser un peu la suite ? Parce qu'en fait, c'est écrit. Est-ce que vous allez faire appel à d'autres protagonistes ? Oui. Des habitants, des chercheurs. Il y a d'autres gens. Il faut savoir qu'en fait, on a pratiquement filmé tout jusqu'à la fin. Okay. Donc, on a eu cette grosse pause pour plein de raisons, mais le projet continue. Et nous, notre volonté de base était aussi de faire un film autour de ce rapport-là au vivant. Donc, Sandra travaille actuellement toujours sur la réalisation de ce film, qui est un processus terriblement long, surtout quand on s'attaque à des sujets comme ça. On se rend compte que c'est pas simple, réaliser un film de cette envergure, ça demande un taf énorme. Et du coup, c'est aussi une des raisons, je pense, pour laquelle on a un peu tardé à sortir les épisodes. Mais les prochains... En gros, le premier, c'est sur... elle se rend compte qu'il y a des traces d'un éventuel loup dans les parages. Sauf que dans le Beaufortain, ça fait 50 ans qu'il n'y en a pas eu. Donc, elle documente l'arrivée de ce loup. Et la question principale, c'est de savoir, est-ce qu'il est vraiment là ? Ensuite, est-ce qu'il va s'installer ? Ensuite, s'il s'installe, est-ce qu'il fonde une meute ? Si la meute est fondée, est-ce qu'elle existe de manière pérenne dans ce milieu-là ? Et du coup, qu'est-ce que ça induit ? Et la finalité, c'est est-ce qu'elle arrive à rester sur plusieurs générations dans le coin ? Donc, la trame des épisodes, c'est tout ça. Je ne spoilerai pas la fin. Vous n'aurez pas la réponse. Mais voilà, le premier, c'est un peu est-ce que ce loup est là ? Est-ce qu'il est vraiment là ? Et le deuxième, c'est s'il est là, est-ce qu'il est tout seul ? Est-ce qu'il va fonder une famille ? Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il est potentiellement dans le coin ? Ok. Trop intéressant.
Donc maintenant que la justice a été rendue sur les vols de caméras, est-ce que tu as une peut-être temporalité dans laquelle va sortir les épisodes ? Idéalement, le projet, c'est d'en sortir 2 avant la fin d'année. D'accord. Mais c'est aussi c'est soumis à une certaine inconnue qui sont quand même la convalescence de Sandra. En tout cas, on aimerait en sortir 2 d'ici la fin d'année pour les sortir rapidement, le reste. Ok. Parce qu'en plus, on sait que les gens les attendent, que cette pause a été très longue, elle n'était pas prévue. C'est compliqué de faire une web-série puis de l'arrêter un peu en vol. Surtout on y tient beaucoup à cette série. Et du coup, une dernière question avant que tu doives t'envoler vers la fin de ce livre dont tu es le héros. Est-ce que tu as d'autres projets en lien avec la montagne qui arrivent ? Non. Déjà, j'ai fait il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si l'année prochaine j'allais sortir un documentaire. J'ai répondu que j'allais peut-être faire une pause parce que ce dernier m'avait quand même bien... Donc je vais pas enchaîner. J'ai d'autres idées. J'ai une envie de documentaire qui verra sûrement le jour dans les années à venir. J'espère en tout cas, vraiment. Mais j'avais envie de donner du temps à la vie de celui-ci, le faire vivre, faire les projections, organiser la tournée avec The Adventurer pour aller sur scène avec d'autres femmes, présenter des projets de femmes, parler de santé mentale, donc ça c'est trop bien. Comment elle se passe justement cette début de tournée ? On est le 22 mars, c'était ça ma question. On est le 22 mars 2024. Comment s'est passé le début de la projection et quels sont les retours en fait qu'on a eu ? Ouais. À l'heure à laquelle on enregistre l'épisode, il y a eu une projection. Et pour l'instant, on a eu une première date à Annecy, à Space Block, la salle d'escalade. Donc c'était trop chouette de le faire dans une salle d'escalade déjà, parce qu'on a souvent des lieux qui sont un peu différents. Et ça s'est hyper bien passé. On était très très stressés. C'est la première date forcément. Mais la salle était complète. Bon, on dit complète, c'est une 30aine de personnes. Pour nous, c'est déjà énorme. Enfin, de notre petite stature, c'était trop cool. Puis 30 personnes qui viennent vraiment dans conscience de voir ce genre de projet, c'est chouette. On a eu beaucoup de retours très cool, à la fois sur le projet, qui est de faire une tournée qui met en avant les femmes autant devant que derrière la caméra, puisque c'est des projets qui ont été réalisés, tournés par des femmes, sur des femmes, tous. Et autant pour parler de santé mentale, les gens en ont besoin. Parce qu'il y a, du coup, dans la tournée, il y a mon film. En fait, la tournée est née du fait que je voulais montrer mon film, que j'ai un peu loupé la période des festivals et il y a pas mal de festivals qui sont plus de l'aventure que du docu sur la santé mentale, donc c'est compliqué de le placer. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais me débrouiller toute seule, puis je vais le montrer aux gens. Ouais. Mais j'ai pas envie d'aller le montrer toute seule, ça n'a pas de sens. Donc je vais demander à des films que j'aime bien et des copines de m'accompagner. Donc j'ai demandé à mes copines de The Adventurer, qui elles ont une web-série qui fait des portraits de femmes, qui a pour but de mettre en avant les femmes dans le sport et créer des modèles. Donc un épisode sur une femme, sur un sport. Donc c'est trop cool. Il y a déjà 5 épisodes en ligne. Allez voir. Et après, un film que j'ai découvert l'année dernière qui s'appelle Clouds of Léa, réalisé par Laurine Mathieu sur la snowboardeuse Léa Clos, qui suit son parcours quand elle veut se mettre à la pente raide dans le snowboard, mais vraiment son parcours mental, ses peurs, ses appréhensions. On est un peu dans sa tête. C'est comme si on lisait son journal intime de comment elle appréhendait tout ça. Donc, je me suis dit, on part avec tous ces projets, puis on va montrer aux gens ça. Et écoute, les retours, on a eu beaucoup de femmes dans la salle, mais il y avait beaucoup d'hommes aussi. Et c'était trop cool parce qu'il n'y a pas eu une espèce de pas de rivalité, mais c'est que des projets de femmes et pourquoi ça ou autre. C'était quelque chose qui était intégré, donc ça c'est hyper agréable. Et tout le monde a adoré les projets, tout le monde a adoré l'idée. Beaucoup de gens nous ont dit bravo, ça fait plaisir de voir une tournée comme ça et c'est important. Et en fait, ouais, c'est important de mettre en avant. Il y a des projets de femmes de partout et on n'en parle pas assez. Et c'est pas du tout. On repousse pas les projets d'hommes. Ça, faut bien le comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui. On met en lumière des projets de femmes. C'est tout. Il n'y a pas de volonté d'exclusion, en fait, bien au contraire. Mais c'est du coup une safe place pour les femmes, si ça peut en inspirer, mais c'est encore tout gagné. Et puis après, parler de santé mentale sur différents films, notamment un film avec une athlète pro qui accepte de se mettre un peu à nu et de montrer quand elle n'y arrive pas et qu'elle galère et que ça passe pas. Ouais. Ça fait plaisir, tu vois. Ouais. Il y a ce truc ok, en fait, tout le monde est humain. Et il n'y a pas encore assez de ça, je trouve, dans les films d'athlètes, un peu de remise en question. Et le but n'est pas d'aller chercher une performance, en fait. Le but est de raconter une histoire
et des émotions et un truc très factuel. Et de la société actuelle. Ouais, un reflet de la société actuelle. Eh bien, merci beaucoup, Clara, d'avoir été l'invitée du camp de base. On a pété le temps. On a donc 2h10 d'enregistrement. Merci, Clara. Et avec bonne projection plaisir. tout à l'heure. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi. Les pâtes étaient très bonnes. C'était hyper agréable de discuter avec toi de tout ça. C'était super. Heureusement que j'ai une projection et qu'il faut que je m'en aille parce que sinon on aurait beaucoup je pense, trop long. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit. Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, abonnez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. À bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.